Alors pendant à peu près 1h30, on va replonger ensemble. Donc, pof, on va faire un gros retour en arrière ou un petit retour en arrière. On va replonger ensemble dans la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris. Mais comment on va replonger ensemble? Et ça, c'est une grande originalité à travers le regard et le métier de 4 praticiens et praticiennes, alors c'est pas facile à dire, je vais éviter de le répéter, de la clinique du Terre. Donc, vont venir ici tout à l'heure Pascal François, donc, qui est kiné du sport. Je vais vous donner tout à l'heure leurs détails, leurs fonctions, donc comme ça, vous pourrez avoir une petite idée. Donc, vous avez en détail. Et vous aurez également, côté médecine du sport, Vincent Detaille, Camille Rose et Valérie Taureau. Ils ont en commun, tous les 4, d'avoir finalement vécu auprès donc, des para-athlètes et athlètes qui nous ont fait vibrer durant de fin juillet jusqu'à mi-septembre. Outre l'émotion qu'ont suscité ces Jeux, nous avons aussi appris à porter un autre regard sur le handicap. C'est pour cette raison que Christophe Bérardi, donc, le directeur de la clinique du Terre, Valérie Taureau et Vincent Detaille, qui sont l'un et l'autre très impliqués dans la filière du parasport, ont souhaité finalement profiter de cette conférence pour faire un focus sur le parasport. Et on a la chance d'avoir ici présents les 2 référents du parasport en Bretagne. D'un côté, vous aurez Karine Lambert, qui en gros s'occupe du haut niveau, des athlètes, enfin des para-athlètes, donc pour la Bretagne. Et de l'autre, vous avez Antoine Laudrin, qui lui, le référent pour le développement des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap. Donc on les remercie d'avoir fait le déplacement, pour Karine depuis Rennes quand même, et on est très heureux de les accueillir ici à Lorient. Le principe, vous avez le droit d'échanger avec les intervenants et les intervenantes. Pour ça, vous avez 2 possibilités, en posant les questions à la fin des deux tables rondes. Moi, je me promènerai avec le micro, j'aurai le rôle d'hôtesse. Je vous le ferai passer pour leur poser des questions. Puis aussi, il y a l'autre solution, c'est de poursuivre les discussions juste après, lors du cocktail dînatoire qui sera servi dès qu'on aura terminé. Voilà, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais appeler nos 4 premiers intervenants, qui sont donc... Je reviens. Voilà, on va donc replonger avec eux. Donc, Pascal François, donc on va commencer par le kiné. S'il peut s'installer. Alors, je suis désolé pour le mobilier. Vous avez fait du sport, là, vous allez en continuer un petit peu. On pensait avoir des petits fauteuils cosy et vous allez vous retrouver avec, voilà, à rester un peu limite debout. Valérie Taureau, Camille Rose et Vincent Detaille. Vous pouvez les applaudir. Alors, on va faire une rapide présentation de qui ils sont, et c'est moi qui vais m'y coller. Donc, on va présenter rapidement. Alors, Pascal François, vous êtes masseur kinésithérapeute et kiné du sport, avec entre autres une spécialité en posturologie clinique. Vous venez d'intégrer le pôle sport de la clinique du Terre. Comme judoka, vous avez été vainqueur des Jeux mondiaux de médecine, s'il vous plaît. Vous accompagnez depuis 25 ans l'équipe de France d'escalade, que vous suivez toute l'année sur les épreuves de Coupe du Monde et de Championnat du Monde. Vous avez participé en 2021 au JO de Tokyo, qui intégrait pour la première fois l'escalade comme discipline olympique. Durant les Jeux Olympiques de Paris, vous étiez basé à la Maison de la Performance, réservée aux athlètes français. Vous nous expliquerez justement quel était votre rôle au sein de cette Maison de la Performance, qui était inédit en tout cas pour la France. Vous êtes docteur Valérie Taureau. Vous êtes médecin physique et de réadaptation et médecin du sport. Vous venez d'intégrer le pôle médecine du sport de la clinique du Terre dans le cadre de la création du Centre de médecine du sport Bretagne Sud. Je ne me suis pas trompé, c'est à peu près ça. Voilà. Vous pouvez prendre le micro, hein, si vous voulez repréciser, il n'y a pas de souci. Vous suivez habituellement l'équipe de France de parathlétisme. Durant les Jeux paralympiques de Paris, vous avez exercé au sein du pôle médical du bâtiment France, installé près du village olympique, ou au sein du village olympique peut-être même, et comprenant 5 médecins qui assuraient le suivi des para-athlètes, toutes disciplines confondues. Je poursuis mes présentations. Docteur Camille Rose. Vous êtes médecin physique et de réadaptation et médecin du sport. Vous venez d'intégrer le pôle médecine du sport de la clinique du Terre pour rejoindre Valérie Taureau dans ce nouveau centre de médecine sport Bretagne Sud. Moi, j'appelle comme ça, je ne sais pas si c'est exact, mais voilà.
Vous avez travaillé 5 ans à l'INSEP comme médecin des équipes d'escrime et de patinage moderne. Médecin rattaché au Comité national olympique et sportif français, vous avez exercé durant les JO de Paris dans le bâtiment France du village olympique. Vous étiez notamment en relation avec le staff des différentes équipes françaises et vous avez suivi les épreuves de patinage moderne. C'est ça, je ne suis pas trompé. Docteur Vincent Detaille, alors là, le pédigré est long, donc on a essayé de raccourcir, parce que quand même. Alors, vous êtes médecin physique et de réadaptation et médecin du sport. Vous avez intégré et monté un pôle médecine du sport à la clinique du Terre l'an dernier. En 2021, vous avez été nommé médecin du FC Lorient. Depuis 2012, vous êtes médecin à la Fédération française handisport et depuis 2017, médecin de l'équipe de France féminine de football. Vous êtes également président de la commission médicale du Comité paralympique et sportif français. Dans ce cadre, vous avez assuré la coordination médicale en tant que médecin en chef des différentes équipes de France pour les Jeux paralympiques de Paris. C'est vous qui avez notamment choisi les 17 kinés, les 8 médecins, les psychologues, infirmiers et aides-soignants pour le suivi des parathlètes français. Vous avez aussi participé aux JO de Paris en tant que médecin de l'équipe de France de foot féminine. À Paris, vous avez pris part à vos 4e Jeux olympiques et paralympiques après Londres, Rio et Tokyo. C'est bien ça ? Ben voilà, on va pouvoir attaquer. Vous pouvez ajouter des choses, si vous voulez. Première question. Alors, vous n'avez qu'un micro, je vais peut-être en donner un deuxième, parce que ce serait pas mal quand même. Voilà. Et bien, comme vous avez le micro, Camille, c'est à vous que je vais la poser la première. Vous ferez suivre ensuite. C'est comment vous vous êtes retrouvés, les uns et les autres, à participer au jeu en tant que médecin ou en tant que kiné ? Du coup, moi, je travaillais à l'INSEP. Donc, on travaille en fait avec les pôles France, les équipes de France de différentes fédérations. Et voilà, on travaille assez conjointement avec le CNOSF aussi, qui est le comité, on va dire, qui organise en lien avec le CIO les Jeux. Et puis voilà, de fil en aiguille, en travaillant avec différentes personnes, on m'a proposé de participer d'abord aux Jeux de Tokyo en tant que médecin de la délégation. Et donc après, on m'a gardé. A priori, ils étaient contents. On m'a gardé pour les Jeux de Paris, donc voilà. Belle aventure. On va poser votre voisine d'à côté, on va lui poser la même question. Comment vous êtes retrouvée là, Valérie ? Alors, moi, habituellement, je suis l'équipe de France donc de para-athlétisme. Et sur les Jeux paralympiques, comme vous l'avez dit, c'était Vincent Detaille qui était médecin-chef des Jeux et qui avait la mission de constituer son équipe de médecins et qui m'a proposé du coup de faire partie de cette aventure. C'était vos premiers Jeux ? Moi, c'était mes premiers Jeux, oui. Très bien. Alors, un habitué déjà des Jeux. Deuxième, c'est Pascal. Donc ça, oui. C'est le kiné. Vous, comment vous êtes retrouvé là ? Alors, moi, je suis avec l'équipe de France d'escalade depuis 25 ans et on est rentré aux Jeux par la petite porte, c'est-à-dire qu'on a connu les Jeux mondiaux, qui est l'antichambre des Jeux, où le CIO vient regarder les Jeux qui pourraient intégrer les Jeux olympiques. Donc, j'ai dû faire début des années 2000 à Taïwan, à Kaohsiung, après je suis allé à Cali, et après le CIO est venu observer les championnats du monde à Bercy 2 fois, puis sur différentes, pour voir que c'était éligible, et donc je suis allé à Tokyo. Et puis voilà, sur une formule, je crois qu'on en reparlera, mais un peu différente. Et là, cette année, on était 2 kinés, parce que ils ont changé la formule d'escalade et pour Paris, voilà. Et donc, voilà, parce que j'étais certainement le plus vieux. Voilà. Au départ, il y a 25 ans, on n'était que 2 kinés. Maintenant, on doit être une petite dizaine. Ouais. Alors pour Vincent, vous étiez quand même habitué. 4e, ce que je disais, 4 Jeux au compteur, ce qui est quand même beaucoup. C'est beaucoup pour un athlète, j'imagine c'est beaucoup aussi pour un médecin. Il est plus vieux. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver médecin-chef ? Ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, une grosse pression. Comment vous l'avez vécu, cette nomination ? C'était complètement différent, effectivement. Je pense qu'on profite peut-être un petit peu moins des Jeux, parce qu'il y a il y a du stress, il y a un peu de pression, il y a l'organisation. Donc tous les problèmes, ce qui est normal, vous reviennent pour essayer de trouver une solution. Donc effectivement, c'était un petit peu différent quand même. Ouais. Vous pouvez nous expliquer les uns et les autres à peu près à quoi ressemblaient vos journées ?
on va même dire, quand est-ce que vous avez commencé entre l'arrivée, au moment où vous vous projetez dans les Jeux, vous arrivez sur Paris, vous êtes installé, vous avez les athlètes, vous repartez. Ça s'est passé à peu près comment le programme? Et puis une journée, ça ressemblait à quoi? Alors, une journée d'un médecin-chef, c'est quoi? Une journée après d'un médecin d'une équipe de France féminine des JO. Comment ça s'est passé à peu près? À quoi ça ressemblait aux journées? Donc, du coup, je vais commencer avec les JO parce que c'était la première On va aller dans l'ordre. On va aller dans l'ordre. Donc, il y avait d'abord pour nous, donc pour arriver aux JO, il y avait les qualifications à faire. Donc, il y avait tous les matchs préparatoires avant. Et puis, il y avait aussi, en même temps, ça qui était un petit peu compliqué pour le côté foot, hein, c'était la Ligue des Nations avec la qualification pour l'Euro qui aura lieu l'année prochaine en Suisse, en 2025. Et donc, tout au début de la préparation, parce qu'avant les JO, il faut savoir que chaque équipe, ça c'est la même chose pour le para aussi, il y a des camps de base, il y a des préparations qui se font en amont des Jeux pour être prêt pour les Jeux. Et cette préparation, en général, pour le foot, ça commence un mois avant la compétition. Et cette période de un mois, on avait deux matchs officiels à faire pour la Ligue des Nations, pour la qualif de l'Euro. Donc on a commencé la prépa, donc pour moi c'était à la mi-mai déjà, on avait commencé. Et on a eu 2 matchs, donc un match qui était en France contre la Suède, et puis on avait dû aller en Irlande pour jouer le deuxième match, le dernier match de la Ligue des Nations. Ensuite on est rentré sur Clairefontaine, et on a pu, pour continuer la prépa, et on a pu aller sur l'autre camp de base qui pour nous était à Lyon. Donc on avait nos 3 matchs de poule qui étaient à Lyon, Saint-Étienne et puis Lyon. Donc le camp de base était à Lyon, on a fait la préparation à ce niveau-là, puis les matchs ont commencé en fait. Et en tant que médecin pour l'équipe de France féminine, donc la journée, c'est on se lève. Moi, j'aime bien faire un peu de sport, donc je me lève tôt le matin pour pouvoir faire mon sport à ce moment-là. Ça, je vais poser aussi la question aux autres. Il y en a qui étaient en train de se cacher. Oui, on va poser la question. Est-ce qu'un médecin du sport fait du sport? Donc, moi, j'aime bien. Je peux même pas me moquer parce que c'est vrai, il allait faire son sport tôt le matin. J'en ai besoin pour me détendre, donc ça permet d'être calme après. Donc je me lève vers 6h, quelque chose comme ça, je vais faire mon sport. Ensuite, pour le foot, donc on a le petit déjeuner, on fait le point avec le staff technique pour voir s'il n'y a pas de petits bobos de dernière minute. C'est toujours pour préparer les entraînements de la journée. Le premier entraînement le matin, après l'entraînement, il y a les soins, il y a le déjeuner. Il y a de nouveau, en fait, il y a beaucoup d'échanges qui se font, que ce soit avec le staff médical ou avec le staff technique. C'est un petit peu le rôle du médecin aussi de coordonner tout ça. Beaucoup de soins de récup, parce qu'on avait pas mal de soins de récup à faire pour le foot, vu qu'on avait des matchs tous les 3 jours. Donc c'était un des gros problèmes, un des gros soucis dans le foot féminin. On n'est pas habitué à jouer tous les 3 jours comme ça, parce que ça va très vite. On a le match officiel, on finit tard en général, puisqu'il y a toutes les obligations au niveau média, au niveau dopage, rentrer à l'hôtel après, le repas, les soins de récup. Donc il y a des petites nuits, des nuits assez courtes. Le lendemain, c'est la récupération. C'est plus rythmé en fait, les JO, c'est plus raccourci que ce que vous avez pour un championnat du monde ou pour un championnat d'Europe, c'est ça? Complètement. Et puis du coup, on est vite à J-1, et puis le match suivant qui se succède. Et donc nous, le boulot en tant que médecin, on pense toujours aux blessures, mais en fait c'est pas trop ça. Enfin, il y a bien sûr le suivi des blessures, mais c'est l'organisation de toute la récup, de l'organisation des échanges avec le staff technique pour pouvoir coordonner les entraînements et ne pas faire jouer une joueuse qui serait blessée, puis pour aggraver une éventuelle blessure, etc. Pour le côté para, donc là, c'est complètement différent. Parce que j'ai un petit peu de vacances quand même, comme vous étiez éliminé un petit peu plus tôt que prévu, les filles, en quart. Vous avez une petite semaine, quoi, c'est ça en gros? Merci de le rappeler, c'est toujours sympa. Vous n'y êtes pour rien, hein. Je ne vous ai pas vu en short, mais en tout cas pas sur le terrain. Mais... Donc effectivement, il y a eu une semaine de transition entre les deux, mais elle a été bien occupée parce que pour les Jeux para, il y a une énorme organisation en fait avant les Jeux. Vous avez vu l'organisation qu'il y a eu pour les Jeux, ça a été exceptionnel. Je pense que on pensait tous qu'il y aurait des problèmes, qu'il y aurait des couacs, que ce soit au niveau sécurité. Il y a eu beaucoup de craintes sur la sécurité après, logistique, les transports, tout ça. Avec les paras, c'est encore différent pour les transports, avec les athlètes en situation de handicap, donc c'est beaucoup plus complexe que pour les valides. Et donc il y a eu beaucoup de réunions préparatoires, et ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Il y a des visios, on travaille beaucoup, donc le siège est à l'INSEP, à Paris, pour le CPSF. Donc il y avait des réunions présentielles, mais on essaie de faire beaucoup de réunions en visio. Et ces visios, en fait, elles se sont rapprochées de plus en plus, et à la fin, déjà mois d'avril, puis mois de mai, et le mois de mai, quand moi j'avais les Jeux olympiques, la prépa, etc., il y avait une visio pratiquement tous les soirs, parfois très court, mais pour arranger les petits problèmes et prévoir tout ça.
Et donc pour les paras, la semaine, c'était juste ma semaine de vacances entre les deux. C'était la semaine d'organisation parce qu'on devait intégrer le village. On a intégré le village olympique dès le premier jour où c'était accessible. Donc on était tout premier à rentrer pour les paras. On a récupéré les locaux. Juste après les JO, en fait, vous avez récupéré en fait les locaux, c'est ça? Ou il a fallu le temps de déménager ou d'aménager, je sais pas. C'était très bien rangé, on avait tout rangé, c'était nickel. J'ai les photos, je peux montrer. Donc, non, mais c'est une petite blague, mais c'est vrai que c'était un des points forts aussi. Donc, en France, on a pu coordonner, on le fait à chaque fois, mais la coopération et la coordination entre le CNOSF et puis le CPSF, c'est important pour nous au niveau médical, parce qu'on essaie de récupérer le plus possible. On n'a pas les mêmes moyens au niveau financier, au niveau organisation, et on essaie de récupérer le plus possible, que ce soit pour les pharmacies, pour le matériel, l'échographe, l'organisation, et on se base sur leur expérience dans le village, parce que chaque village a des caractéristiques différentes, et on se base sur leur expérience, on a des retours pour voir où étaient les difficultés, pour essayer d'anticiper un petit peu tout ça. Et donc on a organisé ça, on a intégré le village avec, on était une petite dizaine en fait, avec des administratifs et puis des médicaux. On a rangé tout le bureau médical, on a remis de l'ordre, on a tout réorganisé, et puis la pharmacie, puis on a remis ça en route, et puis on a accueilli les premières équipes, parce que les équipes viennent un petit peu en amont. Les premières équipes, nous on est rentrés, donc je suis avec une invitation de Valérie, j'étais à l'INSEP, parce qu'il y avait un camp de base entre autres d'athlétisme et de tir, qui était à l'INSEP le samedi, dimanche, le village ouvrait le lundi, on a intégré le village, on a relancé un petit peu tout ça. Mercredi, les premières équipes arrivaient, et puis vendredi, samedi, la majorité des équipes... C'était quel jour à peu près dans le mois? On est au mois d'août, là, c'est ça? On est le 19 août. D'accord. Et puis après, donc l'intégration dans le village, les équipes qui arrivent, et puis ça va très vite en fait après, parce qu'on fait le bilan au niveau médical, on revoit un petit peu les personnes, on accueille, donc moi mon rôle dans le village, donc chaque équipe, ça qui était sympa, chaque équipe qui arrivait était accueillie dans le village par toute la délégation, enfin administrative, staff médical, il se présentait, et puis le team manager, le team leader plutôt, on lui faisait visiter. Pour ma part, le médical, on expliquait le fonctionnement du médical, et puis on mettait ça en route, et puis ça partait comme ça. D'accord, on va poursuivre. Ça ressemble à quoi, mais médecin du sport, quand on est au JO, outre le fait que vous n'avez pas le temps de ranger? Eh ben, les journées, c'est long, ça passe très très vite, mais c'est très intense. Les journées, on commence très tôt. Voilà, au début, on est motivé, on fait du sport, et puis après, on devient fatigué, donc on fait moins de sport. Et voilà, en fait, on ouvrait, nous, le médical. Donc, la nuit, on était joignable par téléphone, par roulement. On était 4 médecins. Et puis après, on ouvrait à 8 heures, vraiment, les locaux. Il y avait une partie pour les kinés avec des tables de massage, enfin, voilà, de l'équipement pour faire des soins. On avait des piscines de cryothérapie, enfin, voilà, où ils pouvaient venir faire leurs soins de récup. Voilà, il y avait vraiment différentes salles et un bureau médical. En tout cas, on ouvrait tous à 8 heures. Il y avait quelqu'un d'ouverture. Il fallait toujours qu'il y ait un médecin qui reste au médical. Donc, dans le village olympique, dans le bâtiment France, on était entre le premier étage, enfin, on était au premier étage. Au rez-de-chaussée, il y avait tous les administratifs. C'est le lien entre le CIO et les différentes fédés. Il y a le CNOSF qui est là pour gérer vraiment tout le côté organisation. Et nous, on était juste au-dessus. Et voilà, donc on ouvre, donc les athlètes peuvent venir nous voir. Donc la petite différence entre Paris et Tokyo, je dirais, c'est que là, à Paris, comme on était en France, beaucoup de fédés avaient leurs médecins. Mais tous les médecins n'avaient pas une accréditation, parce que c'est la guerre des accrèdes. C'est vraiment, il y a très peu d'accrèdes pour être dans le village olympique. Et donc, il y a des médecins qui n'étaient pas, ou des kinés qui n'étaient pas dans le village, qui n'avaient pas d'accrède. Donc voilà, nous, on était vraiment un relais déjà pour les sportifs qui n'avaient pas de médecin avec eux. On était déjà vraiment un centre médical. Et après, on était, comme le disait Vincent, on était vraiment un espèce de relais entre les médecins des fédés et le village olympique et le système en fait, de la polyclinique, des organisateurs. On était là pour déjà leur faire visiter, leur expliquer comment ça marche. Je ne sais pas s'il y avait un soin, par exemple, avec une infiltration à faire, il fallait déclarer ça au CIO. Donc, on était vraiment là pour guider les autres médecins, pour les aider aussi, parce que parfois, je vois à l'athlé, il y avait 2 médecins, mais ils avaient, je ne sais plus combien, je crois, 72 athlètes engagés. Donc, en fait, il y a eu des transferts à l'hôpital, il y a des athlètes qui étaient malades ou qui étaient blessés, que nous, on a vu au médical, pendant que les médecins de la fédé d'athlé étaient sur site, par exemple. Donc, vraiment, les médecins du CNO
CNO ont ce rôle un peu de guider les autres médecins, de comprendre un peu comment ça se passe, parce que les JO, il y a vraiment beaucoup de règles à respecter. Et voilà, d'aider dès qu'on peut, on aide. Et puis il y a des fédés qui n'avaient pas de médecin. Alors c'est vrai que moi, par exemple, le pentathlon, je les suivais à l'année. Ils ont décidé de ne pas prendre une accrète pour un médecin, donc c'est moi qui y suis allée. À Tokyo, par exemple, il y avait beaucoup moins de médecins. Donc les médecins du CNO, on a dû aller avec plaisir, évidemment, mais on est allé à la lutte, on est allé au pentathlon, on est allé à la gym, on est allé sur d'autres épreuves. On a dû médicaliser les compétitions. Donc voilà, la journée se passe. Il y a un médecin souvent qui est sur site. Il y a un médecin un médecin ou deux qui restent. Et parfois, il y a un médecin qui est pris pour accompagner un athlète à l'hôpital, à la polyclinique. Enfin voilà, on est tous assez occupés et on fermait le soir à 23h, voire minuit, voire 1h, parce qu'en fait, les sport co, ils rentrent très tard le soir, ils viennent faire les soins de récup. Et donc voilà, on ferme très, très, très tard, quoi, en fait. Donc on essaie de faire un peu un roulement pour tenir la route, parce qu'il y a 15 jours de jeu, mais en fait, les équipes, elles débarquent avant au village. Donc on commence même une semaine avant le début des jeux, quoi. Donc c'est assez long, et puis il n'y a pas de... faut pas que la médecine du travail écoute, mais il n'y a pas de jour de repos, quoi. C'est 21 jours, 7 jours sur 7, pas 24 sur 24, mais parce qu'on tourne la nuit, suite garde, on tourne la nuit, mais voilà, c'est assez intense. Donc voilà, très, très rythmé. C'était la même chose au niveau des Jeux paralympiques? Alors oui, sur l'organisation des Jeux paralympiques, alors on n'avait pas tout à fait les mêmes horaires, mais c'était à quelque chose près, c'était la même chose. Nous, on ouvrait le matin à 7h, parce que c'est vrai qu'il y a des sportifs qui partaient quand même assez tôt. Et officiellement, le soir, on fermait à 22h30. Mais comme dit Camille, en fait, on avait les sport-co qui revenaient en fait, pour assez tard pour faire les soins de récupération. Et donc souvent, en fait, on laissait toute la récup jusqu'à minuit et demi, 1h. Et après, nous, on avait organisé, on était 5 médecins sur le village, sur les Jeux para, et on faisait par vacation. Alors, il y en avait un qui faisait 8h, Vincent, tu me reprends si je dis des bêtises, hein, mais il y en avait 2 qui faisaient 8h30, 15h30, 2 qui faisaient 15h30, 22h30, et suite garde ouvrait le 7h, 8h30. Et en gros, quand on était de vacation, soit le matin, soit l'après-midi, et quand on n'était pas de vacation, en fait, on allait sur les sites. Donc, pour médicaliser, alors que en fonction des sports qui devaient être médicalisés. Donc forcément, moi, je suis, comme disait Camille, moi, je suis médecin à l'année sur le para-athlé. Donc c'est vrai que souvent, moi, je partais sur le Stade de France pour le para-athlé. Mais... Alors, pour Pascal, vous étiez pas au sein du village. Vous avez été kiné dans la maison de la performance. Vous nous expliquez ce que c'était et puis qu'est-ce que vous avez fait dans cette maison de la performance? Quel était votre rôle en tant que kiné? Alors, la maison de la performance, c'est je crois une copie un peu de ce qu'avaient fait les Anglais à Londres, hein, de faire une maison dédiée seulement aux sportifs français. Qui était basée où dans Paris? Juste à côté du village. C'était voilà, et la rue en descendant. Et pour les enlever de la pression du village. Le village, ça grouille de partout. Il y a beaucoup de choses. Pour l'avoir vécu à Tokyo, on peut vite se perdre un peu dans d'aller essayer de voir un peu tout. Donc là, c'était une très bonne idée avec des médecins dédiés et 2 kinés qui étaient dédiés aussi à cette maison par le CNOSF, mais qui était ouvert à toutes les délégations. Donc nous, en escalade, depuis déjà l'année dernière, les championnats du monde, on savait qu'il n'y aurait qu'une seule accréditation. Donc c'est ma collègue qui l'a eu. Moi, j'avais déjà fait Tokyo. Et puis, en fait, les épreuves, en escalade, ça commence de bonne heure. Il y a un isolement pour que les athlètes ne voient pas la voie qu'ils vont devoir grimper. Donc, on part de bonne heure. Et dès qu'ils ont fini, il faut commencer les soins de récup parce que ils vont 2 jours après refaire. Donc là, pour ceux qui faisaient le combiné difficulté et bloc, 2 jours après, ils refont une épreuve. Donc en fait, moi, je partais en même temps que ma collègue Alicia. Et dès midi, généralement, la première journée, c'était les garçons qui étaient passés. Je suis rentré avec eux. Je ne suis pas resté pour les épreuves de l'après-midi. Je rentrais à la maison de la performance, qui me permettait de faire tout de suite la récup pour les garçons. Ils allaient, alors on a bien un protocole
ils vont manger en premier, ils font la petite sieste, je les récupère après. Et après, pour les filles, le soir. Voilà, c'était mais quelque chose qui a été mis au point depuis quelques années dès qu'on a su que ça serait comme ça que ça se déroulerait. Sur un championnat du monde, c'est totalement différent. Et là, il a fallu revoir les choses. Et ça s'est bien déroulé parce que chacun a eu ses soins au bon moment et pas d'attendre et de se dire la kiné rentre le soir et depuis le matin, voilà, les courbatures se... C'était aussi intense en termes de plage horaire que ce que... Alors pour moi non, parce que je rentrais le midi, donc ça allait. Mais ma collègue, oui, elle restait. Et donc elle était en isolement le matin. Si le dernier Français sort dans les derniers, elle attend en isolement. Après, l'épreuve de l'après-midi commençait peut-être 1 heure après et elle repartait en isolement avec les athlètes. Voilà. Donc c'était un peu plus coriace pour elle. Mais ça va, on le vit depuis déjà quelques années, donc on sait à quoi s'en tenir. On a vu cet engouement populaire et médiatique autour des JO et des Jeux paralympiques. Comment vous avez aidé les athlètes et parathlètes à gérer cet emballement? Est-ce que ça a généré du stress? Est-ce que du coup vous avez dû adapter votre manière de fonctionner? Je vais vous poser la question, Vincent, vous pouvez démarrer, puis je vous poserai aussi aux 3 autres la même question. Alors, pour le côté football, nous, c'était un petit peu différent parce qu'on n'était pas dans le village, on était sur Lyon, donc on était un petit peu isolés de tout ça. En plus, la 3F, la Fédération française de football, avait souhaité être à part de l'organisation pour qu'on puisse gérer, parce que c'est assez strict en fait, pour qu'on puisse gérer un petit peu nos lieux, les horaires d'entraînement, etc. Ce qui fait que c'était un peu différent pour nous. On a bien senti que dans les stades, il y avait un engouement qui était différent que d'habitude, l'ambiance était différente. On regardait la cérémonie d'ouverture, tout ça. Nous, on la regardait à la télé. Il y avait des télévisions un petit peu partout dans toutes les salles du camp de base où on était. Donc, c'était un petit peu différent. Pour le para, effectivement, je pense que c'était très, très différent. Donc, il y avait Londres en 2012, où il y avait eu un gros engouement dans les stades aussi. Je me souviens, le stade olympique, il y avait 80 000 personnes. Il était pratiquement rempli du premier au dernier jour. Donc, les athlètes avaient vécu ça avec un fort engouement pour les athlètes anglais. Ici, c'était pour les Français. Donc, dès qu'il y avait un Français qui montrait sa tête ou qui apparaissait sur l'écran, tout le stade, tout le monde, dans chaque enceinte, il y avait une ambiance énorme. Et donc, on a eu un peu peur là-dessus. On avait discuté en amont parce que nos athlètes en para, ils ne sont pas habitués à avoir autant de monde et de gérer la pression, de parler handicap aussi. On peut avoir plus de sensibilité. Si on prend une hémiparésie, par exemple, on peut être plus émotif, plus sensible. On a aussi le sport adapté avec les troubles, les déficiences intellectuelles. Donc, savoir comment on peut gérer ça. Et pour la première fois aussi, on avait eu une obligation au niveau de l'organisation d'avoir ce qu'on appelle des welfare officers. Donc, il y a des études qui avaient été faites depuis les Jeux de Rio sur l'entourage des athlètes, entre autres. Donc, c'est-à-dire, on reçoit un questionnaire qu'on doit remplir au début des Jeux, à la fin des Jeux. Tous les staffs de chaque délégation, de chaque pays, staff médicaux, staff technique, staff administratif. Et ces questionnaires, en fait, ont mis en évidence que depuis Rio, il y avait presque 50 ou 60% des personnes qui étaient en difficulté, que ce soit au niveau fatigue, au niveau stress, au niveau anxiété, au niveau dépression. Et donc, il y a eu une demande de suivre de ça un petit peu plus proche, en tout cas pour nous. Je pense que c'est la même chose pour vous, avec les welfare qui étaient aussi là pour les violences sexuelles et sexistes, en prévention de tout ça. Et donc, on a mis en place, donc il y a une psychologue qui était présente. Il y avait un des médecins aussi qui avait une formation dans ce domaine-là. Et on a profité un petit peu de la présence de la psychologue pour anticiper ça et préparer les athlètes à cette ambiance, à savoir comment ils allaient gérer, à mentaliser un petit peu tout ça, à anticiper l'entrée dans le stade. Et là-dessus, par exemple, il y a un athlète parasport en athlétisme. Son concours principal, c'était la longueur. C'est là où il avait des chances éventuellement de médaille. Et le staff avait décidé de le mettre aux 100 mètres, par exemple. Juste, il n'avait aucune chance, mais juste pour qu'il s'habitue à la chambre d'appel, au public, à voir un peu ce que c'était. Et puis, il a une hémiparésie, donc il a bien expliqué. Après, heureusement qu'il a fait ça, sinon il n'aurait jamais pu gérer.
Et puis les athlètes, ils ont géré ça, je pense, différemment. Donc si on prend ça, c'est peut-être plus les athlètes de Valérie, mais on a Antoine Pro, qui est un jeune athlète que vous connaissez bien, de Bretagne, 1500 mètres, c'est un tout jeune. Il a été en finale sur le 1500, et sur le dernier tour, il y avait tout le stade qui était là, qui l'a encouragé. Il avait 10-15 mètres de retard sur le troisième, à 400 mètres de l'arrivée. Il remonte, tout le stade s'enflamme, et puis une ambiance de folie, et au final, il va chercher la médaille de bronze. Et ça, je pense qu'il ne l'aurait pas fait si ça avait été ailleurs, sans le public français. Et à l'inverse, on a Charles-Antoine en sport adapté, qui a été médaillé d'or à Tokyo, donc qui avait gagné largement. Donc il était favori ici pour son 400 mètres. Et en sport adapté, on avait prévenu qu'il fallait essayer de gérer, en fait. Et tous les favoris étaient sur l'extérieur. Ceux qui auraient dû gagner, normalement, étaient sur les derniers couloirs. Et en fait, ils sont tous partis comme des fous. Et Charles-Antoine aussi est parti à fond. Et puis après 200 mètres, c'était fini. En fait, on ne l'a plus vu. Il a terminé. Il est dernier, je pense. Donc c'est alors qu'il aurait dû gagner facilement. Donc c'est ça, cette gestion du public, c'est bien. Mais il fallait l'anticiper. On a essayé de le faire. Ça n'a pas marché à chaque fois. C'était la même chose au JO, du coup, ressenti la même chose avec les athlètes? Moi, j'ai trouvé ça un peu, c'était un peu paradoxal en fait, le fait d'être à la maison. Alors moi, j'avais vécu que Tokyo, où il y avait personne, on était tous masqués. Enfin, c'était un peu l'horreur. Enfin, c'est vrai, quoi. C'était vraiment très bizarre, quoi. Ah oui, c'était grand écart. Ouais. Pas d'ambiance à une ambiance de folie, quoi. Et du coup, alors le côté ça dans les stades, enfin au Grand Palais, l'escrime, enfin on entendait les autres qui tiraient à côté. Enfin, je veux dire. Ils connaissaient le score de la piste du Français, quoi, parce que ça hurlait, c'était génial, quoi, au Stade de France, c'était génial. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu assister aux épreuves, mais vraiment, c'était super, quoi. Je trouve pour nos athlètes, c'était un vrai plus, ils l'ont dit, quoi, hein, que ça les a vraiment encouragés. Après, je trouve qu'il y avait aussi des mauvais côtés, le fait d'être... peut-être que certains étaient peut-être un peu moins concentrés, parce qu'il y avait leur famille, leurs amis, ils pouvaient sortir du village. Il y en a qui rentraient chez eux, ce qui nous a valu de grands moments des petites sueurs froides, parce qu'il y a des contrôles antidopage, hein, ils sont censés dormir au village. Quand ils ont une accréditation, ils sont censés dormir dans la chambre où ils sont censés, on les a déclarés, hein, tous les soirs on les déclare quelque part et ils sont censés y être. Donc quand j'en vois un arriver le lendemain qui me dit « Ah, j'ai dormi chez moi », bon, voilà, ça nous a valu des petits soucis comme ça. Et puis voilà, il y en a certains qui pouvaient être un peu déconcentrés par le fait d'être chez eux. Et aussi, je trouve, ce qui pouvait être un peu difficile, ça c'est peut-être plus à l'athlé, mais certains, du coup, avaient un peu... quand on part, en fait, dans une compétition internationale, on part avec la Fédé, quoi. On ne part pas avec son club, pas avec son staff privé. On part avec le staff de la Fédé. C'est assez cadré, on est dans une bulle. Et là, du coup, il pouvait y avoir des intervenants extérieurs qui pouvaient donner leurs avis. Je pense que pour un athlète, avoir 15 avis sur une douleur, sur une blessure, à 2 jours de ces Jeux Olympiques, je ne pense pas que ça soit idéal. Je pense que voilà, ils ont besoin un peu de... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être un peu perturbant, ce côté à la maison. Mais j'en retiens plus de bien que de mal, et vraiment une ferveur et puis une motivation. Enfin voilà, ceux qui ont vu même à la télé, qui ont assisté, c'était génial, quoi. Par exemple, Valérie, ça veut dire aussi que vous avez adapté votre manière de travailler avec les para-athlètes, ou une manière de communiquer avec les para-athlètes, notamment à cause de cette pression supplémentaire? Alors forcément, il y a eu des adaptations qui ont été faites. Moi, je vais prendre pour le coup l'exemple de l'athlé, parce que c'est là où je suis le plus d'habitude. Déjà, la première chose, je vais revenir un peu en arrière, mais avant les Jeux, nous, on avait fait un stage avant d'intégrer le village sur l'INSEP. Donc à partir du 12 août, on avait regroupé toute l'équipe de France de para-athlé sur l'INSEP. Et l'objectif, en fait, c'était vraiment de les garder un peu dans un cocon. C'est vrai qu'on était quand même dans un endroit vraiment privilégié. On avait l'INSEP quasiment pour nous. Enfin, il y avait le tir, je crois, et c'est quasiment tout. Donc on avait toutes les infrastructures pour nous, ce qui est quand même un véritable plus, parce que en fait, ce qu'on dit pas, c'est que quand les athlètes arrivent sur le village, après tout est organisé. Donc ils ont des stades d'entraînement où ils peuvent aller, mais en fait toutes les délégations vont sur le même stade d'entraînement. Il y a des créneaux à respecter, et ça complexifie beaucoup les entraînements, en fait, parce que il y a beaucoup d'athlètes qui essayent de se caler sur leurs horaires de compétition. Par exemple, ceux qui vont avoir, j'en sais rien, du saut en longueur à 9h le matin, c'est quand même pas facile. Donc, ils vont essayer de se caler sur les semaines d'avant pour être capable de performer à cette heure-là. Et quand on est déjà sur le village, en fait, on ne peut pas forcément faire ça, parce qu'on doit respecter le créneau horaire. Et donc, pour l'athlète, ils avaient fait le choix, pour le coup,
d'essayer de les garder au maximum dans ce cocon-là. Et donc, en fait, nos athlètes ne sont pas tous rentrés. Je pense qu'on était à peu près les seuls à avoir fait ça. Ils ne sont pas tous rentrés dès le départ sur le village. Donc, ceux qui avaient leur compétition assez tard et qui avaient, entre guillemets, l'autorisation de faire la cérémonie d'ouverture sont rentrés pour la cérémonie d'ouverture. Mais un certain nombre sont ressortis, en fait, pour rester en fait, sur l'INSEP et intégrer en fait, le village entre 48 et 72 heures avant leur compétition. Justement pour essayer de gérer, de les laisser dans cette bulle-là et de gérer justement toute cette montée de stress liée à l'arrivée sur le village, parce que moi c'était mes premiers jeux, je n'ai pas vécu les autres, mais j'en ai quand même beaucoup entendu parler. Et même sur le village, on est quand même dans une bulle. Il y avait cette effervescence, on ne pouvait pas rater qu'on était en France et qu'on était français, quoi. Il y avait les bénévoles qui étaient là, qui acclamaient tous les sportifs à chaque fois qu'ils passaient. On allait au self, à chaque fois c'était c'est les Français. On passait à la polyclinique parce qu'il y en a qui n'étaient pas bien. On nous disait super, on est content de voir les Français. Et c'est vrai que mine de rien, ça leur mettait quand même une certaine pression. Alors que comme Vincent disait, il y en a certains chez qui ça a été vraiment très, très bénéfique. Enfin, vraiment, Antoine Pro, ça a été notre vraie surprise. La performance qu'il a faite, elle est exceptionnelle. Il fait 5 secondes de moins que son record personnel sur sa finale du 1500 mètres. Pour aller chercher sa médaille de bronze, c'est quand même c'est vraiment une très belle performance. Mais il y en a d'autres qui ont eu beaucoup de difficultés à gérer cette pression. Et ils nous l'ont dit après, en fait. Ils tellement la volonté de bien faire, peur de décevoir, en fait, parce que justement, il y avait tout leur entourage, il y avait tout le monde qui les attendait. Il y avait les médias, et c'est vrai que pour les paras, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément, qui est clairement pas habituel. Même si on avait déjà eu pour l'athlé les championnats du monde l'année dernière à Paris, donc ils avaient déjà commencé à être un petit peu habitués sur les médias, mais rien à voir avec ce qu'il y a eu sur les Jeux, quoi. C'était la même chose en escalade. Du coup, c'était une gestion différente, par exemple, de ce que vous connaissez pour des championnats du monde, une Coupe du Monde. C'était un peu plus fort. Oui, alors pareil, on les avait un peu préparés à l'ambiance qu'il y aurait. Alors, c'était une jeune équipe, c'était pas celle de Tokyo, mis à part Bassam Awem, qui avait connu Tokyo, mais où là, il y avait très peu d'ambiance. Et là, on les a un peu préparés. On s'est vu, avant d'intégrer le village, il y a eu des camps de base à Voiron pour la vitesse, et où je suis allé avec eux. Et il y avait eu aussi, ils ont eu, pour certains, n'avaient pas eu leur ticket tout de suite, donc on a eu les OQS, là, à Budapest et Shanghai. Et là, déjà, c'est une autre forme de pression, parce qu'ils savaient que s'ils ne prenaient pas le ticket sur le cumul des deux, ils restaient à la maison. Ce qui est arrivé pour un jeune, là, qui était dans les trois, certainement celui qui aurait dû y aller. Et en fait, il passe au travers à Budapest, et c'est Mejdi Schalk. Et les deux autres partent. Donc, arrivé après sur le village, oui, il y a une pression. Et c'était pour ça que l'idée de la maison de la performance, et c'était pratiquement les exfiltrer, parce que du mur d'escalade jusqu'à l'entrée où on prenait le taxi pour aller à la maison de la performance, ils se faisaient arrêter par tout le monde pour un autographe, tout ça. Et là, ça a été la première journée, et après on a trouvé tous les moyens pour qu'ils n'aient pas cette pression. Ils sont jeunes, très jeunes, et n'osent pas refuser ou dire c'est bon, là, j'ai autre chose à faire. Et on sait que ça y joue. Sur la compétition en elle-même, je pense que oui, ceux qui auraient dû être médaillés passent un peu au travers, certainement par une forme de pression. Je pense à Oriane, qui est très forte, et qui là passe au travers sur sa discipline la plus forte. Donc après, elle ne peut pas se rattraper dans le combiné sur l'épreuve de difficulté. Et c'est bien dommage. Une forme de pression. Les deux premiers blocs, elle les fait pratiquement à vue, je crois, avec très peu d'essais. Et les deux derniers craquent. Et je pense que il y avait une grosse pression du public, qui était très bien, mais pour chaque athlète, même sur les étrangers, j'ai trouvé ça très sympa. Cette ambiance, il n'y avait pas
siffler les uns, ou comme on peut voir parfois dans des matchs de foot. Je suis désolé, mais on respecte l'adversaire. Et ça m'a fait penser à un parallèle avec le premier match du RC Vannes contre Toulouse, où tout le monde a apprécié que les spectateurs ne sifflent pas lorsque les Toulousains tiraient leur pénalité. Et au centre d'escalade, ça a été ça. Il y a eu un engouement pour tout le monde, à chaque run de chacun. Et il y avait une pression. Un peu plus pour les Français, certes, mais il y avait la pression quand même. Je vais rester avec vous, Pascal. C'est plus par rapport à vos métiers respectifs. Donc, votre métier, vous de kiné, quand vous avez affaire à des grimpeurs, on dit bien grimpeurs pour l'équipe d'escalade, je ne me trompe pas. Vous avez affaire à des grimpeurs. Il y a un format d'épreuve qui est propre au JO par rapport à ce que vous connaissez le reste de l'année, on va dire les 3 années et demie précédentes. Est-ce que ça nécessite, vous nous expliquez justement la différence, qui nécessite aussi de vous adapter et d'adapter le travail des athlètes, j'imagine, et le suivi des athlètes par rapport à cette adaptation. Sur les soins de récupération, oui, et sur leur préparation physique, ça a été aussi. Encore que là, c'était plus simple pour Paris, parce que pour Tokyo, ça a été difficile. Je pense à Bassa, parce que lui est un spécialiste de la vitesse, donc c'est un effort qui est sur 5 secondes. Voilà. Et on lui demandait de faire... Donc le combiné, il a été 3 épreuves. Donc c'est ce qu'on appelle un effort anaérobie. Donc 5 secondes, voilà, ça part et on compte jusqu'à 5, comme à 100 mètres. Et c'est un peu comme si on avait demandé à Usain Bolt de faire un semi-marathon et un marathon en plus de ses 100 mètres, et on fait le cumul des 3. Donc à Tokyo, la vitesse il pouvait être sur le podium parce que c'était un calcul différent. On multipliait le numéro de la place et ça donnait voilà. Donc même si Bassa devait faire premier en vitesse, parce qu'il était le seul concurrent de la vitesse qui restait à l'issue des qualifs, et faire 8 et 8, ça lui faisait 64 points, il était sur le podium. Sauf que à la fin des qualifs, ou au début, je ne sais plus, et sur un mouvement, il est assez lourd et musculeux pour un grimpeur, et il se fait une désinsertion du biceps, l'insertion basse, là, sur un mouvement où il tracte, il se relâche, ce qu'on appelle un mouvement excentrique, et là, le biceps, il casse. Et parce que c'était pas adapté à lui. Donc là, je pense que malheureusement, grâce à cette blessure, le CIO a revu un petit peu, et de dire la vitesse c'est à part, et bloc et difficulté seront un combiné. Donc en matière de récup, c'est pour ça qu'on intervenait tout de suite, et non pas comme s'ils ont juste une épreuve de difficulté. Quand on va sur un championnat du monde, ils ont une journée de repos, la demi-finale et puis la finale le lendemain. Ou parfois, ça arrive sur des Coupes du Monde d'avoir la finale le soir d'une demi-finale. Donc là, il faut s'activer un peu. Mais voilà, oui, c'est pour les JO. Et soi-disant, alors peut-être que je ne sais pas, tu as entendu parler, qu'à Los Angeles, il y aurait vraiment trois épreuves différentes. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est le propre des jeux. C'est très différent dans plein de sports. Le format est différent. Ça demande vraiment une adaptation. Alors, il y a des sports pour lesquels ça ne change rien. Par exemple, l'escrime, moi, mes escrimeurs, c'était comme d'hab, quoi. Ces 3 jours, c'était vraiment pas de différence. Mais pour beaucoup de sports, les sports co ou certains sports, c'est différent sur déjà le format. C'est vraiment limite un autre sport, là. Le combiné, pour eux, en escalade, on se rend pas compte, mais c'est des capacités physiques complètement différentes. Donc c'est un autre sport pour lequel il faut se préparer. En parallèle à l'année, préparer les championnats du monde d'Europe dans les choses classiques. Et puis des différences sur les horaires, sur la température. Il y a vraiment les jeux, c'est assez exceptionnel sur toutes ces différences. Et puis le contexte, ils sont pas du tout confortables en fait. Ils ont beaucoup de contraintes quand même à respecter, des horaires d'entraînement. C'est tout, le timing est très serré. Ils sont pas dans une situation hyper confortable, quoi. C'est pas la compétition la plus classique pour eux. Après, c'est les jeux. Pour eux, c'est très souvent, moi, pour énormément d'athlètes dont je me suis occupée, c'était la compète qu'ils voulaient faire, quoi. C'était vraiment le Graal, quoi, pour eux. Et ils acceptaient complètement ces difficultés-là, quoi. C'était pour eux, c'était la chose qu'ils voulaient faire dans leur carrière, quoi.
C'est la même chose dans chez les para-athlètes. Il y a des adaptations de format comme ça qui nécessitent vous-même de vous adapter éventuellement à leur travail, à leur préparation et à leur récupération. Alors pour le para-athlète, ça a été exactement la même chose. Et notamment l'épreuve qui a fait quand même beaucoup de débats, ça a été le 400 mètres T11, donc c'est chez les déficients visuels qui courent avec un guide. Et ils avaient 300-400 mètres en même pas 36 heures. Donc c'est lourd, c'est très lourd. L'épreuve du 400 mètres, c'est quand même une épreuve qui est quand même très difficile et traumatisante, où souvent la récupération est vraiment importante. Et donc là, quand ils font un 400 mètres le matin, qu'on doit faire la récup rapidement parce que dans l'après-midi, ils refont un autre 400 mètres et qu'ils font la finale le lendemain, ça a été compliqué. Donc on s'adapte. Pareil, on avait les kinés de discipline qui étaient sur le stade. Donc en fonction du nombre d'athlètes qui étaient engagés par jour, en fait, ils s'adaptaient. Soit il y en avait un qui était sur le stade et l'autre qui restait au village. Ou sinon, les deux partaient au stade. Et si besoin, pour certains qui étaient restés au village, pareil, c'était les kinés du pool, donc qui étaient avec nous sur le village, qui prenaient le relais, en fait. Comme dit Camille, en fait, c'est comme sur les Jeux Olympiques. En fait, on essaye beaucoup de s'entraider, on essaye d'adapter pour qu'ils puissent tous avoir leur récupération le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. La différence pour les Jeux para, c'est qu'il y a beaucoup de compétitions, en fait. Comme il y a à chaque fois les classifications avec des handicaps différents, donc on a plusieurs finales de 100 mètres, plusieurs finales pour chaque course. Et donc du coup, il y a le temps qui est le même, le temps est restreint. C'est ça qui fait qu'il y a un enchaînement de compétitions comme ça. Gardez le micro. Allez-y, Camille. Il y a des règles, par exemple, à l'athlé, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois ils prenaient les 4 meilleurs temps pour aller en demi-finale, finale. Là, ils ont fait recourir. Enfin, c'était horrible. Enfin, je veux dire, c'était de la torture, mais ça, c'est le règlement du CIO. Ils ont fait recourir ceux qui étaient 4e, là, 4 et 5. Hop, ils en ont fait recourir certains pour savoir lesquels ils allaient prendre en finale. Celui qui a 2 courses dans les pattes, bien sûr qu'en finale, il ne va pas gagner. Hein. Enfin, ça, c'était... J'ai trouvé que cette adaptation du règlement du CIO, ce n'était pas la plus maligne de toutes. Mais bon, je ne sais pas, c'est pas mon métier. Mais... Vincent, vous suivez des athlètes valides, des para-athlètes. J'aimerais un petit peu votre ressenti. Est-ce qu'il y a une différence dans votre travail entre des footballeuses professionnelles et des para-athlètes ? Elle a dit le salaire. Effectivement. Mais effectivement, et nous, ça se ressent aussi au niveau médical, bien qu'il y ait eu beaucoup d'évolutions. Je pense que le milieu du foot, effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu aussi, donc avec de la pression qui peut être différente également. Il y a les médias qui sont toujours présents, en fait. Donc au niveau médical aussi, pour nous, c'est une pression, parce que si on fait une erreur, le lendemain, c'est dans le journal. Donc si ça a des répercussions, on voit bien par exemple avec Mbappé maintenant, donc, qui est blessé, pas blessé, qui n'est pas en équipe de France, ça fait des pages et des pages, alors que c'est quand même pas un gros problème, mais bon, c'est beaucoup plus médiatisé. Il y a le côté aussi moyen à disposition. Donc l'équipe de France féminine de football, on a pratiquement tous les moyens qu'on veut. On fait un plan annuel et puis on demande des investissements. En général, on a les réponses plutôt positives. C'est pas toujours aussi simple, mais des gros moyens qui sont mis à disposition. Le staff aussi, qui est pléthorique, je vais dire ça comme ça, avec des facilités de ce côté-ci qu'on n'a pas pour le para, bien que ça a beaucoup progressé sur les dernières années. Donc moi j'ai commencé le para, c'était dans l'année 2005, quelque chose comme ça, plus ou moins, puis après le para-athlétisme en tant que médecin. Mais maintenant, et puis les jeux ici, on a vu, après à Paris c'était un petit peu différent parce qu'on a eu des facilités pour les moyens mis à disposition, mais on a vu une grosse amélioration de ce côté-là. Et sur l'encadrement des équipes aussi, parce que Valérie, maintenant, quand il y a une compétition à l'étranger pour le para-athlétisme, elle y va, elle les accompagne. Et quand moi j'y étais, à la fin c'était un petit peu mieux, mais on devait se battre pour qu'il y ait des représentants médicaux qui fassent partie aussi du voyage, en fait, pour accompagner les athlètes, etc. Et c'était un petit peu la débrouille sur place. Donc ça, c'est différent. Et puis après, il y a le côté, le côté humain qui est différent, le côté relationnel qu'on peut avoir avec les athlètes. Donc le foot féminin, c'est très bien. Hein. Les footballeuses sont très sympas aussi, on peut échanger. Mais il y a un petit quelque chose en plus avec il y a le film. Il y a un petit quelque chose en plus quand même aussi dans le relationnel qu'on peut avoir, parce que je pense que ce sont des athlètes, ils ont un vécu, ils sont passés par des situations très difficiles et ça forge leur caractère. Et ça, on le ressent tout de suite dans le relationnel qu'on peut avoir avec eux.
c'est beaucoup plus, enfin, c'est personnel en tout cas, c'est beaucoup plus profond, le relationnel qu'on peut avoir avec eux, les échanges qu'on peut avoir avec eux, c'est beaucoup plus profond de ce côté-là, je pense. Ouais. Alors justement, on va regarder ensemble là, une petite vidéo, si ça, voilà, ça va marcher, qui va à peu près reprendre ce qui a été dit, qui est très bien fait. Donc voilà, ça va... Des moments donnés dans notre vie où on a basculé. Parfois, c'est une origine qui est due à une prise de conscience, une rencontre ou parfois juste à un événement. Et justement, aujourd'hui, derrière tous les athlètes paralympiques qui nous ont fait vibrer ces 10 derniers jours, il se cache un homme, une petite pépite, un homme de l'ombre qui s'appelle Vincent Détail. Vincent Détail, c'est lui, c'est le médecin-chef des Jeux paralympiques qui supervise et coordonne 37 kinés, 5 médecins, un psychologue et encore une fois plusieurs infirmiers. Et cette semaine, on a eu la chance de le suivre au Cécifoot où on s'est rendu compte que sa position était littéralement centrale et au cœur des athlètes. Il est là avant, pendant et après. C'est plus qu'un médecin. C'est un meilleur ami, c'est un conseiller, c'est une oreille. Et quand on lui demande à Vincent pourquoi il a choisi les athlètes paralympiques, regardez ce qu'il nous dit. J'étais dans pas mal de sports aussi, sport valide également. Mes meilleurs souvenirs, c'est avec le parasport que je les ai. Les sensations, quand un athlète va chercher une médaille et que l'athlète a travaillé pendant des mois pour l'obtenir, qu'il y a eu plein de galères dans certains cas, etc. Et puis au final, ça aboutit. C'est exceptionnel. On a les poils qui s'hérissent, c'est la petite larme parfois aussi. Non, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu m'as fait beaucoup grandir en fait dans la relation que doit avoir un athlète avec le corps médical. Et tu vois, après dans la fonction de dirigeante que moi j'ai eue, j'ai vraiment envie qu'on mette un point d'orgue à faire comprendre qu'en fait le médecin n'est pas l'ennemi du sportif. Et tu vois, moi je l'ai vraiment vécu comme ça pendant des années. Alors est-ce que c'est au rapport, tu vois, à l'accident et donc centre de rééducation, le médecin c'est celui qui t'annonce les mauvaises nouvelles, ou aussi parce que moi je vous ai toujours perçu, et c'est pour ça que je ne faisais que des passages furtifs au médical quand j'étais athlète, c'est qu'en fait vous êtes aussi ceux qui, pour la protection de notre intégrité, pouvez mettre un carton rouge à notre participation. Et il ne faut pas qu'on traite une image, on traite une personne, et la personne, c'est pas que la blessure musculaire, c'est le psychique, c'est la façon, le mood dans lequel on est à ce moment-là. Et il faut qu'on puisse créer ce lien-là, parce que si on n'a pas de lien avec le patient, on n'arrive à rien. Malgré l'évolution de la médecine qui n'est pas toujours facile, il faut garder du temps avec le patient et de pouvoir échanger avec eux. C'est le plus important, c'est même plus important que les examens qu'on peut demander, parce qu'on aura beau faire tous les examens qu'on veut, si on ne prend pas le temps de l'expliquer, que le patient ne comprend pas sa pathologie, il ne pourra pas guérir en fait. C'est pas mal, hein? Alors, vous pouvez retrouver sur YouTube la version un petit peu plus longue. Moi, je l'ai raccourci parce que ça dure à peu près presque 7 minutes. Mais allez-y parce que c'est très bien fait. Donc voilà, donc, j'ai un petit peu coupé. Mais dans l'idée, il y a ça. Maintenant, on va un petit peu vivre vos... Excuse-moi, c'est important ce que Marie-Amélie a dit, en fait. C'est ça la grosse différence aussi avec le para et le sport valide, surtout avec le football. Dans le sport valide avec le foot, ils viennent souvent pour des petits trucs qui sont quand même pas très importants. Ils se roulent par terre. Ça, ils ont tendance à se rouler, ils sont habitués à se rouler un peu par terre. C'est la caricature. Et dans le parasport, c'est complètement l'inverse, en fait. Les athlètes, ils viennent pas nous voir. Il faut vraiment qu'on soit en contact d'eux pour connaître les difficultés, les problèmes qu'ils peuvent avoir, que ce soit par exemple pour les personnes amputées. Donc c'est très important de surveiller le moignon au niveau cutané parce que ça peut faire des inhibitions musculaires après. C'est des choses que les athlètes n'aiment pas trop et on doit vraiment aller les chercher. Et ça, c'est le message que j'essaie de faire passer au niveau du CPSF et au niveau de Marie-Amélie, entre autres, qu'elle a bien compris parce qu'elle a été athlète de haut niveau aussi précédemment. C'est l'importance que les médicaux puissent accompagner justement les athlètes sur des stages, sur des rassemblements pour se connaître, pouvoir échanger avec les athlètes et échanger avec les staffs techniques. Parce que si on débarque sur les Jeux, par exemple, et qu'on ne connaît personne, on n'aura pas ce lien et les athlètes, on ne va pas les voir en fait. Juste c'est vrai que cette différence, c'est pas que pour le para. Hein. Moi, à l'INSEP, j'avais du coup une partie de l'équipe d'athlètes et des athlètes non handisport, mais le sport olympique, c'est un sport qu'on dit non professionnel. Je veux dire, ils ne sont pas salariés par la Fédé. Alors oui, il y a des aides de l'État, ils sont un peu aidés, mais il y a beaucoup de gens qui bossent en fait. Alors on connaît tous les stars, bien sûr, Teddy Riner, il va pas
il fait pas du pain le matin, il porte pas les... Enfin bref, ils travaillent pas. Il y a quelques stars qui, de leurs sponsors, gagnent assez d'argent, mais la plupart, faut se dire que c'est des gens comme vous et moi, un peu plus sportifs, qui bossent. Qu'il y en a certains qui ont des familles, des enfants. Enfin voilà, je veux dire, à l'escrime, comme il dit, c'est un sport de maturité, donc il y en a qui ont une trentaine d'années et qui ont déjà une famille, un boulot à côté. Et voilà, donc c'est des gens. Moi, c'est ce que j'aime dans le sport olympique, quoi. C'est des gens ancrés dans la vie et c'est des gens, qui ont aussi parfois la raison de se dire, de nous écouter quand on leur dit qu'il ne faut pas aller trop loin, quoi, qu'on est là pour mettre des freins sur leur intégrité physique future. En fait, parfois on parle de choses qui leur arriveront à 40, 50 ans, 60 ans. Et voilà, c'est des gens que je trouve qui restent quand même ancrés dans la réalité. Et voilà, c'est ce que j'aime. Après, j'ai fait un peu de sport pro, handball et tout. Et c'est différent. C'est des gens, ils sont pros, ils sont salariés. C'est une autre vision. C'est différent, quoi. C'est vraiment. Parce qu'en escalade, c'est pareil. J'imagine qu'en escalade, ils vivent difficilement leur sport. Ils sont amateurs aussi. Enfin, ils sont pas professionnels. Oui, très très peu. Peut-être Chris Sharma qui à l'époque, mais voilà, c'est les anciens. Ils ont quelques sponsors, mais ça. Je me rappelle de Romain Desgranges qui avait été super content d'avoir un sponsor à l'époque. C'était Adidas et il n'osait pas demander. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu veux? Alors il avait peut-être demandé une deuxième paire de chaussures ou quelque chose comme ça. Et c'est un grand fan de Zidane. Enfin, il est toujours grand fan de Zidane. Et le représentant d'Adidas lui avait dit combien il donnait à Zidane. Et donc il a dit tu sais, lâche-toi si tu as besoin d'une troisième paire. Donc voilà, c'est toute la différence. C'est vrai que c'est la différence. Alors l'État, il y a certaines entreprises comme l'armée par exemple qui fournit beaucoup de contrats où ils sont détachés, donc ils ont une forme de salaire de l'armée, d'EDF, des douanes. Enfin voilà, il y a des formes un peu de postes comme ça où ils sont détachés, mais souvent ils sont détachés. Je sais pas, vous connaissez Oriane Malo, là, une épéiste qui a gagné donc 2 médailles d'argent, une en indiv, une par équipe. Elle est kiné, donc elle bossait à mi-temps jusqu'à 1 an avant les Jeux. Elle était toujours à mi-temps dans son centre de rééduc. Et puis à la fin, elle a été détachée complètement. L'Agence nationale du sport, l'ANS, a permis d'augmenter un peu les budgets pour que les 9 derniers mois, elle puisse être complètement détachée pour son sport, quoi. Ce qui est... Enfin voilà, elle a son enfant, son boulot, et en plus elle doit gérer, être escrimeuse de haut niveau, quoi. Et puis quand elle part en déplacement au championnat du monde pendant 10 jours, après elle doit rattraper ces 10 jours à l'hôpital où elle n'a pas été là en tant que kiné. Enfin voilà, c'est des vies quand même assez... Enfin moi je les trouve très très courageux, vraiment. C'est bien, je trouve que c'est une belle conclusion de cette partie. On va basculer sur vos souvenirs. Alors j'ai une chance inouïe, j'aurais demandé, envoyez-moi des photos, des vidéos. Quelques-uns m'en ont envoyé une quantité, j'ai tout. Là, j'ai 2 mois de leur vie. Non, c'est plutôt bien. Donc, du coup, je vais vous les faire partager comme ça. Et puis, aux uns aux autres, je vais vous demander finalement votre meilleur souvenir sur le plan professionnel et puis votre plus gros souvenir sur le plan, on va dire, personnel ou émotionnel. Donc, si je commence ce petit diaporama, ça, c'est des photos que vous m'envoyez. Ça, c'est différents lieux. Alors là, il y a la fameuse maison de la performance. C'est pas pour l'architecture que je l'ai pris, encore que là, c'est pas trop mal pour le village olympique. Mais c'est plutôt des lieux. C'est quoi? Au milieu, c'est un réfectoire? C'est quoi exactement? Le meilleur endroit, oui, normalement, c'est le restaurant. Donc, dans le village, il y a un restaurant énorme. C'est énorme. Qui était le même pour les Paralympiques et les installations, c'est pareil, en fait. Le village était un tout petit peu plus petit parce que l'autre côté de la Seine était fermé alors que c'était ouvert pour vous. Mais sinon, ce sont exactement les mêmes installations avec le restaurant. Donc, c'est un restaurant qui est ouvert H24, vu qu'il y a des compétitions, des athlètes qui se lèvent très tôt pour faire leur compétition le matin. S'il y a une compétition, je sais pas, à 9h, il va peut-être se lever à 5h, 6h pour aller prendre son petit-déj. Et puis, il y a le retour aussi après les soins. Donc, on peut très bien aller manger à 3h du matin. C'est toujours ouvert, en fait. Et au niveau alimentation, normalement, on retrouve un petit peu de tout de chaque pays. En France, je trouve que c'était, pour nous en tout cas, c'était pas aussi bien que les autres jeux. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'en France, on s'attendait à avoir un petit peu plus. Ça a été polémique. Même les Anglais se sont régalés de rappeler qu'on a fait de la bouffe dégueulasse, quoi. Non, c'était pas dégueulasse, mais c'était très bon, mais c'était moins varié. Donc je pense que c'était peu copieux, c'est ça ce qu'il y avait au reproche. Nous, on n'a pas eu trop. Nous, c'était avec nous, du coup, il y a la première semaine avant le début des Jeux, il commence à arriver, et puis le pic, c'est au moment de la cérémonie d'ouverture. Là, c'est là où il y a le plus de monde au village.
Et je pense qu'ils n'étaient pas prêts à avoir mangé des... Enfin, ils prennent parfois 2-3 plateaux. Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais vraiment, ça mange en quantité énorme, un athlète. Et ils n'étaient pas prêts. Donc, il y a eu 3 jours où c'est vrai que les quantités sur certains trucs étaient un peu limites. Alors, au bar à salade, il y avait du stock. Mais certains trucs, il y en avait moins. Et en plus, le fournisseur, il faisait pas mal de viande cuisinée. Alors, nous, on aime bien les viandes en sauce et tout. Sauf qu'il y a beaucoup de nations, c'est pas leur goût, quoi. Eux, ils aiment un blanc de poulet, quoi. Enfin, un truc... Enfin, voilà, il y a beaucoup de nations, on n'a juste pas les mêmes goûts en fait. Enfin, moi, quand j'étais au Japon, j'aimais pas tout non plus. Enfin, voilà, donc ça a posé un peu problème, mais en fait, je trouve qu'après la quantité, ils se sont très vite adaptés. Moi, je trouve qu'ils se sont bien adaptés quand même. Après, c'était pas hyper varié. C'est sûr qu'en 3 semaines, on fait le tour, mais bon. Oui, bien sûr. Après, c'était pas le resto étoilé non plus. C'était pas le but, mais. Et justement, il y avait, donc déjà par rapport aux autres jeux, je pense on pouvait avoir aussi bien, on peut manger africain, on peut manger asiatique, on peut manger un petit peu de toutes les nationalités. Moi, je me souviens quand je suis né à Bruxelles, donc j'allais chercher ma petite gaufre de Bruxelles tous les matins. Je l'ai pas eu ici, j'étais un peu déçu, c'était ça. D'accord. Et après, j'espère que c'est remonté parce que le médecin-chef, est-ce qu'il s'est plaint Et par contre, parce qu'il y avait des chefs étoilés en fait qui étaient présents dans le village. Il y avait une espèce de food truck qui était juste à l'entrée, et il y avait un chef étoilé qui venait cuisiner devant nous des petites dégustations. Après, c'était limité au niveau quantité, donc on a ouvert le village. Donc nous, on avait accès c'était le midi et le soir, et c'était limité, je crois, à 250 personnes qui pouvaient en profiter. Mais c'était top, donc il y avait quand même des chefs étoilés dans le village. Alors, juste une fois que ça a commencé, on n'avait clairement plus le temps d'y passer. Parce qu'il fallait y passer avant 19h30, 20h. Et vu qu'on rentrait au village en général à minuit, 1h. Il n'y avait plus rien, quoi. Non. Je vous montre quelques photos de souvenirs. Ça, c'est Pascal. Je n'ai pas tout mis. Vous pouvez me commenter comme ça, vos souvenirs comme ça, vos émotions, ce qui vous revient de ces JO, sur le plan, voilà ce que je disais, l'émotion personnelle, et puis sur votre travail, peut-être aussi sur votre travail professionnel, les grands souvenirs de ces JO de Paris pour vous. Alors, en haut à gauche, là, c'est avec Zélia et Paul. Donc là, ils étaient tout contents, c'est à l'issue des qualifs. Après, bon, ils ont moins la deuxième épreuve, ils ont un peu déchanté. En dessous, c'est les 2 entraîneurs de la vitesse et Bassa, qui, encore une fois, grâce à sa blessure, j'ai pu traverser Tokyo en ambulance pour l'amener au village olympique pour passer l'écho, même si le diagnostic était fait, un biceps qui remonte jusqu'ici, on se doute que c'était pas juste une petite contracture. Au milieu, c'était beaux échanges, c'était le staff de la Maison de la Performance. Alors, à gauche, c'est le docteur Pierre Sébastien, qui a été, je crois, pendant 15 ans, le médecin de l'équipe de France de hand. Et donc, j'ai eu le bonheur d'assister au dernier match de l'équipe de France de hand, commenté par lui et Claude Onesta. Et ça vaut le détour, avec l'accent en plus. C'était très rigolo. Mes 2 collègues devant, kiné, Michel Riff, et puis je ne sais plus son prénom. Tu connais? Michel est kiné au Krebs de Font-Romeu. Voilà. Et Ouais. il est depuis très longtemps il bosse avec le CNOSF depuis très longtemps. Donc là, il était recruté. La Maison de la Perf, c'était l'ANS qui finançait, qui gérait, mais lui, il a été recruté via le CNOSF en fait. Ouais. Et à droite, le docteur Rouillon, qui était longtemps avec le médecin fédéral du Golfe. Ouais. Voilà. Là, tout en haut à droite, c'est tout le staff de la Fédération française montagne-escalade. Et pendant mes temps libres, moi, je n'allais pas grimper. Vous aviez du temps libre, en fait. L'après-midi, j'avais du temps libre, oui. Et puis, j'avais accès au dojo, vu que l'équipe de France de judo était partie. Donc, comme Snoop Dogg, il a fait tous les sports à la Maison de la Perf. voilà. Non, j'ai juste fait le judo. Le Snoop Dogg français. Mais alors, votre souvenir, le grand souvenir, c'est comme ça qui vous revient de ces JO, celui le plus fort, quoi. Ceux-là, on a été un petit peu frustrés parce qu'on s'attendait à des résultats au moins de Sam Avezou ou Paul, l'un ou l'autre chez les garçons, et Oriane. Et c'était une grosse déception. Et après, on le ressent tout de suite au sein de l'équipe. Et même si on est content d'être là,
on ressent un petit peu leur Oui, tristesse. parce que l'objectif, c'est Tout quand comme même de à participer, Budapest, de gagner, quand Mejdi craque à la fin parce qu'il sait qu'il ne part pas, bah, voilà, on n'a pas la tête on se contient pour les autres, on doit féliciter aussi les autres, mais on se contient pour ne pas blesser celui qui reste sur la touche. Et ça, c'est frustrant pour tout le monde. Et c'est vrai que Vincent disait tout à l'heure, on lâche quelques larmes. Bah ouais, on se retient. Et derrière, voilà, physiquement et psychologiquement, oui, on prend sur nous. Ouais. Merci. Camille, j'ai pris quelques-unes de vos photos. Ouais, les souvenirs comme ça qui vous reviennent comme Ouais, ça. du coup, là, c'est avec l'épée à droite, les filles de l'épée, donc que je suis depuis, à l'INSEP depuis des années, qui là, ont été médaillées, qui ont traversé des moments difficiles, et puis qui, voilà, le travail à payer. Puis là, c'est le pentathlon moderne. En bas, on a une médaille d'argent avec Elodie Clouvel, qui avait déjà fait une médaille à Rio. Elle n'est pas sur la photo, je ne sais pas où elle est. Ah, peut-être qu'il y a eu un petit décalage qui s'est fait au moment du montage. Non, voilà, je ne sais pas, mais bon, voilà, Bon, peu importe, des équipes que j'ai suivies à l'année. Et ouais, c'est D'accord. fort parce qu'on les suit, on vit les hauts, les bas du quotidien depuis des années. On vit les blessures, on vit tout ça, quoi, les sélections, parce que faut se rendre compte, la sélection pour participer au jeu, c'est un carnage, quoi. Émotionnellement, pour eux, c'est très dur. Parfois, ils apprennent au dernier moment qu'ils sont sélectionnés. Donc, on partage tout ça avec eux, on vit au quotidien. Ça devient un peu... Alors, il faut garder de la distance. On est médecin, il faut toujours rester la tête, prendre les bonnes décisions, rester la tête froide. Mais moi, je les aime un peu comme ma famille, quoi. Enfin, on vit tellement avec eux des moments forts. Et alors, après, vivre une médaille avec eux, c'est... on est là pour le pire et puis pour le meilleur, quoi. Donc, c'est super chouette. Et puis, voilà, moi, Oriane, vraiment, en plus, c'est une consoeur. Elle est kiné. Voilà, on partage aussi un peu... on dirait qu'entre kiné et médecin, on partage quand même pas mal de trucs. Et... quand elle a eu sa médaille en Indive, elle m'a appelé, tu m'attends, je suis au contrôle antidopage, mais tu m'attends. Bon, j'ai attendu jusqu'à 2h du mat. J'étais un peu fatiguée si elle est venue, mais voilà, c'est des souvenirs, c'est incroyable de partager ça avec eux, et puis ils sont pas ingrats, quoi, en plus, quoi, vraiment. Vous faites aussi ce métier-là pour partager ces émotions. J'imagine quand on choisit d'être médecin du sport ou kiné du sport, c'est aussi pour partager ça, non ? Ah ouais, c'est sûr que... puis quand on a été sportif, alors même si c'est au niveau départemental, régional, ces émotions-là, on les aime. Ce petit côté, moi, ce que j'adore, c'est le côté colo de vacances, quoi. C'est la colo. Un peu sérieux, mais c'est quand même ces émotions un peu de colo de vacances. Et puis, ouais, c'est génial. On vit des choses, super fortes. Et puis, on est un peu dans l'ombre, nous, mais moi, je m'en fiche. Enfin, voilà, je trouve que c'est bien, quoi. Voilà, et puis moi, mon meilleur souvenir, vraiment, je l'avais déjà vécu à Tokyo, mais vraiment, ça m'a mis les larmes, c'est quand ils partent à la cérémonie d'ouverture. Mais alors, moi, ça me fait pleurer. J'ai l'impression que je laisse mes enfants à la colo de vacances, justement, que je les vois partir sur le quai. Ils sont tous trop beaux, bien habillés. Ils sont excités comme s'ils allaient à la boum, quoi. Et vraiment, non, mais je sais pas vous, c'est pareil, mais ils étaient super... Ils sont super heureux, super heureux d'être là. Alors, il y a quelques-uns qui sont punis, qui ne peuvent pas y aller. Genre la Fédé, je balance, la Fédé de natation, ils ont interdit, comme il y en a certains qui nageaient le lendemain, ils ont interdit à tout le monde d'y aller. Dur, donc il y en a qui faisaient la tronche. Nous, à l'escrime aussi, il y en a certains qui avaient des petits bobos ou quoi, j'ai dû dire non. Donc, c'est un peu méchante, ouais. Mais voilà, du coup, il y en a certains qui restent sur le banc, les punis. Et puis, il y a tout le groupe qui part et c'est incroyable. Allez, alors les photos, vous pouvez remercier votre collègue parce qu'il m'en a fourni, je n'avais pas de J'avoue vous. que j'ai pas été bonne. Donc, mais c'est plus l'anecdote. C'est vos souvenirs comme ça des JO, c'est quoi qui vous revient ? Enfin, des JO, des Jeux paralympiques, pardon. Alors j'avoue que je rejoins vraiment Camille. Moi, j'ai deux souvenirs vraiment qui m'ont marqué. Alors après, on en a plein, mais c'est les deux souvenirs qui me marquent vraiment. La première photo, c'est un peu l'illustration. C'est en effet ce moment où on est habillé et qu'on part à la cérémonie d'ouverture. Alors, contrairement à Camille, on a eu la chance de pouvoir, même malgré le fait qu'on soit dans le staff, on a eu le droit de participer à la cérémonie d'ouverture. Et donc la cérémonie, c'était le 28 août. Donc on était déjà sur le village. Enfin, moi, j'étais rentrée le 22 août, donc ça faisait déjà quasiment une semaine. Mais je pense que c'est le moment où j'ai vraiment réalisé que ça y est, j'étais au jeu, que ça allait commencer. Parce que l'ambiance, la première semaine, elle est quand même un peu différente. En fait, on prend nos marques, on essaye de comprendre un peu comment tout fonctionne.
Les sportifs arrivent progressivement. Alors on les voit en consultation, etc. Mais à partir du moment où il y a la cérémonie d'ouverture, ça y est, ça commence. Il y a les épreuves. Même si on ne peut pas aller sur les stades, on a en permanence les télés, que ce soit au médical, chez le kiné, etc. Donc on suit vraiment ce qui se passe dans toutes les épreuves. Et pour moi, ça a été un des moments vraiment magiques. Et le deuxième, on en a déjà parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est la première médaille pour le para-athlé. Surtout que c'est un de nos petits Bretons, c'est donc Antoine Pro. Moi, j'avais essayé d'organiser mes vacations au maximum pour pouvoir voir un maximum d'athlètes en fait, et pouvoir aller les voir sur le stade. Mais je ne peux pas tout le temps y être. Et Antoine, je ne pouvais pas être sur le stade. Donc, quand je l'ai regardé, j'étais au médical, j'étais devant ma télé. Et c'est vrai que son dernier 100 mètres, il est absolument magnifique. Il remonte. Au départ, on n'y croit pas. Enfin, voilà, on se dit que ça va être compliqué. Et il passe de la 6e place à la 3e, voire quasiment la 2e place, en explosant son record. Et comme mes collègues le disaient, je finis en larmes devant ma télé. Et sauf qu'à ce moment-là, j'ai un des athlètes qui arrive pour pouvoir venir faire une consultation. Et là, il me fait « Je reviens dans 2 minutes ?» Ouais, on va faire ça, ouais. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte qu'en fait, on fait de la médecine comme on fait d'habitude, mais vraiment dans des conditions différentes. Et il y a vraiment le côté émotion qui est vraiment magique, quoi. Oui, juste, moi j'ai trouvé aussi formidable entre médecins, kinés, peut-être à la Maison de la Perf c'était vraiment plus calme, plus posé, mais au médical du village, c'est un espace, et j'ai trouvé ça génial pour nous soignants, c'est que tous les médecins, les kinés se retrouvent, discutent, et aussi tous les athlètes sont soignés au même endroit et se mélangent, quoi. Donc il y a vraiment, ils partagent des choses, c'est des athlètes, alors ceux de l'INSEP ils se connaissent déjà, mais ceux qui sont dans des endroits différents ils se connaissent pas, et ils se retrouvent là, chacun allongé sur une table de massage, à parler de et toi, et enfin voilà, ils échangent. Il y a vraiment un moment d'échange incroyable entre les athlètes de tous les sports différents. Ils se retrouvent tous mélangés. Alors bon, c'est un peu bruyant, c'est pour ça qu'il y avait la Maison de la Perf où c'était pour des soins plus calmes, des choses voilà, il y avait plus d'espace, c'était vraiment plus zen, mais voilà, il y avait ce côté hyper mélangé. Une petite anecdote, donc à Tokyo, j'étais au village et j'avais un des entraîneurs qui était passé la quarantaine, donc qui a pu le corps qu'il avait quand il était athlète, et qui me dit « Tu pourrais me voir ?» Donc on descend à l'espace médical, et puis sur la table d'à côté, j'ai dit « T'as vu, il y a Florent Manodou ?» Et il me dit « Ça te dérange si on repasse tout à l'heure ?» Donc il ne voulait pas se déshabiller devant lui. Et Vincent, quelques photos. J'ai demandé à ChatGPT d'étrier parce que j'en avais trop. Il m'a sorti celle-là. Mais je ne vais pas parler des photos. Donc, moi, mes meilleurs souvenirs, il y en a deux, meilleurs souvenirs. Il y a des moments forts. D'abord, c'était le cécifoot, parce que quand j'avais commencé, les premiers jeux que j'avais faits, c'était en 2012 à Londres. Et on m'a vu que j'étais impliqué dans le football, on m'avait demandé de suivre un peu plus cette équipe-là. Et en 2012, la poule éliminatoire, donc c'était exactement la même poule que le cécifoot a eu pour les Jeux de Paris. Il y avait la Turquie, la Chine, le Brésil. Et à Londres, ça s'était terminé par une médaille d'argent. Alors que la finale, c'était le Brésil, donc une défaite contre le Brésil. Et j'avais dit tout au début, quand j'avais vu le tirage de la poule, j'avais appelé Toussaint, l'entraîneur. Et je lui avais dit, vous allez faire le même parcours, mais cette fois-ci, vous aurez la médaille d'or. Et donc, ça s'est terminé comme ça. Et puis, donc, j'ai pu assister à quelques matchs de cécifoot en tant que médecin. Et il y avait le cadre, donc c'était le point fort, je pense, des Jeux de Paris, avec des endroits merveilleux. Près de 6 millions de téléspectateurs pour la finale de cécifoot. C'est énorme. Ouais. Et puis, c'était un stade de 15 000, je crois, plus ou moins. Il était rempli tout le temps. Il y avait la Tour Eiffel derrière. Nous, on jouait en soirée, donc à 21h, elle s'illuminait. C'était exceptionnel. Et puis, ce qui était exceptionnel aussi, c'était le cécifoot. Ça doit jouer dans le calme, parce que donc ils font attention au son. Il y a le ballon est sonorisé. Et donc, il y avait des animateurs qui chauffaient un peu l'ambiance, qui mettaient l'ambiance. Et donc, comme dans le foot, il y avait des holas qui commençaient, etc. Puis ça faisait un petit peu trop de bruit, donc ils ont expliqué. Et puis, ils ont commencé à faire, je ne sais pas si vous avez vu, les holas silencieuses. C'était la première fois que j'ai vu ça, ça a donné des frissons. C'était au ralenti, c'était exceptionnel. Et puis le public a bien compris. Quand il y avait des actions qui étaient, où on allait vers le but,
il y a toujours une rumeur. Quand 15 000 personnes font des petits bruits, ça fait un bruit énorme au final. Et donc, du coup, les actions sur les premiers matchs n'aboutissaient jamais parce que les joueurs, ils n'entendaient plus le ballon. Donc, ça s'est terminé avec une perte du ballon. Le public a vite compris. Donc, c'était vraiment des moments très forts. Et puis, en plus, ça se termine avec une médaille d'or en finale. Donc, c'était très, très bien. Et donc là, les photos, c'était... donc, il y a... Donc le foot ici, sur les matchs éliminatoires, donc sur les poules, la cérémonie, donc les cérémonies d'ouverture. Et puis là, donc, sur la première photo, c'est avec Olive et puis Stéphane Pozzolo, qui est kiné de l'athlétisme et qui était avec nous depuis très très longtemps, que je connais depuis très longtemps, qui a été athlète et médaillé aussi en saut en longueur auparavant. Donc c'était des grands moments. Là, c'était en bas, c'était sur la cérémonie qu'on a pu avoir avec les valides, donc la semaine qui a fini la fin de jeu, donc sur les champs, c'était exceptionnel parce que tout le monde était mélangé. Puis il y a une personne que je connaissais pas qui a demandé un selfie avec moi, donc je sais pas. J'ai fait pour lui faire. Il en parle à tout le monde. J'ai pris un selfie avec Vincent Detaille, la star de la télé. C'est ce qu'il dit. Et sinon, le deuxième point fort pour moi, c'était avec Nanto Keita. Parce que c'est une athlète que maintenant elle a fini sa carrière, donc je peux le dire, c'est une athlète, mon athlète préférée avec Marie-Amélie Lefur, parce que quand j'ai commencé le parasport avec l'athlétisme, j'étais médecin de para-athlète pendant plusieurs années. Il y a eu des liens forts qui se sont créés avec ces deux personnes exceptionnelles. Et Nanto est quelqu'un d'exceptionnel qui rayonne en fait dans un groupe, qui apporte beaucoup d'humeur, qui amène à se dépasser et qui au niveau humain était vraiment une personne très attachante. Et par contre pour elle-même, pour ses performances, elle a parfois des difficultés à avoir confiance en ses capacités en fait. Et donc on est souvent amené, puis maintenant Valérie tu connais ça, à être auprès d'elle quand ça se passe un peu moins bien ou quand elle est dans le doute. Il a fallu expliquer ça à Nelson Montfort, effectivement, quand on n'est pas bien, qu'on peut se comporter autrement. On va regarder ça, mais peu importe, c'est pas Nelson Montfort. C'est une vidéo que vous m'avez envoyée, que j'ai regardée. Et très honnêtement, je ne l'avais pas vue. J'avais entendu parler d'un petit peu de la polémique sur le comportement du journaliste. C'est assez émouvant et c'est comme quoi aussi le sport, c'est des victoires, c'est aussi des défaites et c'est aussi l'émotion dans la défaite, d'où votre rôle. Mais vraiment, je pense qu'on peut le regarder, c'est très beau. Je suis vraiment déçue parce que j'avais pas les mêmes jambes qu'avant-hier et parce que j'ai pas l'impression de m'être exprimée vraiment comme je le voulais. Je finis à peine lactique, mais je sais pas, je suis tellement déçue parce qu'il y avait tout le monde qui était là pour m'encourager et c'est la première fois que ma famille venait me voir courir et je repars comme ça me fait super mal au cœur, mais vraiment très très mal. Je suis désolée, mais je peux pas exprimer autre chose aujourd'hui. Personne ne va vous en vouloir, voyons. Vous avez des applaudissements frénétiques à votre départ et à votre arrivée. Ça va rester, ça, quand même. Comme le restera votre mission de porte-drapeau. Oui, c'est sûr, mais je sais pas quoi vous dire. En fait, elle est plus déçue pour les autres que pour elle. C'est ça ouais, la particularité de Nanto. C'est déçu vis-à-vis de sa famille qui était là. En tout cas, c'était très beau. Je vais essayer de passer une vidéo. Alors, je dis bien parce que toutes les vidéos ne passent pas. Parce que Vincent disait que moi je connaissais. Oui. Vincent disait que moi je connaissais ça. Alors pour le coup, moi j'ai pris le relais de Vincent parce que c'est lui qui était avant médecin de l'équipe de France de para-athlétisme. Et je pense que j'ai réussi à prendre le relais sur à peu près tous les athlètes. Mais alors Nanto, j'ai jamais réussi. C'est Vincent, ça reste. C'était la chouchoute de Vincent. Pareil, à l'INSEP, elle est à l'INSEP. Du coup, c'était moi à l'INSEP qui les voyais. Je communiquais. C'est comme ça que j'ai rencontré Valérie, que je me suis retrouvée en Bretagne. Bref. Mais elle me disait Vincent. Non, mais c'était un choix vraiment. Et oui, elle me disait non, mais ok, mais on va en parler avec Vincent. Donc, à chaque fois que je la voyais, je disais on en parle avec Vincent. Et du coup, alors, et voilà, il y a un lien très très fort qui s'est créé. Elle avait une confiance absolue. Je pense qu'ils ont traversé des choses assez extraordinaires. Et voilà, c'est vrai que c'est une personne formidable qui a traversé énormément de blessures en plus, qui a aussi un certain âge et donc a des blessures accumulées de sportifs de haut niveau. Et c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Et c'est vrai que c'est l'autre qui lui dit mais t'as les applaudissements. Oui, super, ça lui fait une belle jambe, mais elle était venue pour au moins faire quelque chose. Elle est extrêmement déçue et ils sont là à faire des petites remarques comme si
voilà, elle avait perdu, je sais pas, au chamboule tout. Enfin bref. C'était pas très malin de sa part parce que on pourra en reparler, mais le côté psychologique de la défaite est extrêmement dur à gérer, encore plus pour les gens qui sont un peu fléchés, qui ont eu un peu qui sont fléchés, qui ont beaucoup de pression médiatique. On leur dit tu vas faire médaille, tu vas faire médaille. Pour eux, c'est extrêmement difficile la chute après. Hein. Et la particularité de Nanto, pour le coup, c'est qu'elle était porte-drapeau et que celui qui portait le drapeau avec elle à la cérémonie d'ouverture, il fait médaille d'or juste avant. Et du coup, d'elle-même, elle s'est mis encore plus une pression. Elle voulait faire pareil, même si elle savait que la médaille d'or, ça allait être compliqué, mais au moins aller chercher une médaille. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment compliqué à gérer. Je voulais passer également Bassa Mavan, mais ce que je vous disais, c'est que ça ne bascule pas techniquement sur cette vidéo. Il y a des vidéos comme ça que je n'arrive pas à récupérer parce qu'elles sont bloquées. M'en voulez ? J'ai essayé, j'en ai parlé tout à l'heure au technicien, mais a priori, ça ne fonctionne pas. On va poursuivre. On a parlé comme ça des JO, et puis il y a l'après. Vous avez ressenti cette fameuse décompression dont parlent les athlètes et parathlètes, vous en tant que médecin, outre le fait qu'il faut revenir à la réalité, s'occuper pour certains des enfants, pour d'autres du quotidien, revoir leur employeur, enfin des trucs terribles. Comment est-ce qu'on vit ? Micro. Il faut remettre des vrais vêtements, il faut enlever son pyjama parce qu'en fait, là-bas, on est nourri, logé, on est habillé. Enfin voilà, on pense pas à tout ça. Et puis, on rentre chez soi et puis on doit remettre des vrais vêtements, quoi. On peut plus sortir en pige-pige avec notre pilou-pilou équipe de France. Ça, c'est terminé, quoi. Donc, je trouve que c'est... Mais c'est quelque chose vraiment, sur le plan psychologique, vous avez vraiment, au-delà du pyjama, c'est difficile de oui, revenir alors, à je ne sais la pas si réalité. vous avez vécu les lendemains, je vais reparler de la colonie de vacances vraiment, mais quand on rentre de colo de vacances et qu'on a l'impression d'être vide, quoi, d'être vidé, tous nos amis qui étaient nos meilleurs amis nous manquent. Non, il y a un vrai vide, il y a une vraie retombée, il y a un espèce de vide, quoi, parce qu'on vit 24 sur 24, 7 jours sur 7 en communauté, on vit dans des appartes à plusieurs par chambre, enfin... C'est vraiment un espèce d'esprit. Puis on est une équipe, quand on vit des émotions très hautes, très basses. Enfin, on vit vraiment des choses très fortes. Et c'est vrai que quand on retourne chez soi, même le calme, voilà. Et puis on doit retrouver notre vie. Moi, je trouve ça assez dur. Ouais, il faut quelques jours d'adaptation. C'est pas simple. Et puis les gens nous demandent alors. Et puis c'est hyper dur de raconter tout ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on fait là, mais il y a quelques jours qu'on passait. Oui, mais on a fait une petite psychanalyse entre-temps, donc ça y est, on a réussi à mettre des mots. Non, moi je le vis comme ça, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment c'est très dur, quoi. Vous êtes parti 3 mois, Vincent, à peu près. Donc, non, allez-y, Valérie. Ouais, je pense qu'en effet, on a tous ce sentiment-là. Alors, moi, pour le coup, je connaissais pas encore les Jeux. Je l'ai vécu déjà sur des stages, des championnats du monde, en suivant les athlètes. Et déjà, on a ce sentiment-là. Quand on revient, forcément, on a un petit temps d'adaptation. Et les 72 premières heures sont quand même pas faciles. Là, les Jeux, c'est quand même vraiment un niveau au-dessus. Je pense que surtout, on l'a dit, mais sur l'engouement, sur l'énergie qu'on dépense toute la journée, sur le manque de sommeil aussi. On va pas se le cacher, on dort quand même pas beaucoup sur 3 semaines. Et donc, quand on rentre, la transition, elle est quand même pas facile. Après, je pense que nous, par rapport aux athlètes, on a quand même le fait qu'on reprend rapidement notre vie habituelle, et ce qui fait que ça nous fait réatterrir, je pense, un peu plus vite. Pour les athlètes, c'est quand même un peu plus compliqué parce que depuis plusieurs mois, en effet, pour la grande majorité, ils sont détachés à temps plein quand même pour s'entraîner. Donc leur vie, elle se résume beaucoup à s'entraîner, manger, dormir et puis se préparer pour les Jeux. Et quand les Jeux s'arrêtent, du coup, et en plus là, c'était à Paris avec tout le côté médiatique, ils se retrouvent un peu isolés, tout seuls. Alors la plupart s'organisent des vacances, mais c'est pas simple. Et pour le coup, moi, pour suivre le para-athlé, j'en ai quand même eu plusieurs qui m'ont appelé en me disant la dépression post-jeu, c'est pas facile, quoi. Alors, je pense que c'est vraiment en effet pas facile. Et vous êtes toujours en contact avec les para-athlètes ou les athlètes vous avez repris contact ou... Oui. En fait, moi, je les ai en contact toute l'année. Alors, je les vois
je les vois dès qu'on se retrouve sur des stages ou des compétitions. Et comme disait Vincent, faire le suivi sur les stages, c'est des moments vraiment importants parce que c'est le moment où justement on peut tisser des liens, on peut faire des gros bilans, savoir un peu comment ça va, est-ce qu'il y a une blessure qui nous auraient éventuellement pas prévenu, refaire des points, ce qu'on fera évidemment pas sur les juste avant les compétitions. Enfin, une semaine des Jeux, on va pas aller faire un point avec eux en disant t'es sûr, t'as pas mal à l'épaule là où t'avais mal il y a 2 mois. C'est juste pas pensable en fait. Donc c'est vrai que quand on est en compétition, on gère vraiment plus l'urgent. Mais en fait, le gros travail qu'on a en fait en tant que médecin des équipes de France, c'est les suivre au long cours, de faire ce lien justement entre leur staff qu'ils ont près de chez eux et nous, parce que pour ceux qui sont notamment à l'INSEP, ils ont la chance d'avoir tout le staff sur place, d'avoir vraiment les médecins, les kinés, les radiologues, etc. Sur des athlètes qui sont pas sur des structures d'entraînement comme ça, ils n'ont pas forcément cet accès aussi facilité, notamment aux examens complémentaires, etc. Et c'est vrai que notre rôle, c'est aussi de coordonner sur place, de éventuellement accélérer un peu les examens, de s'assurer qu'il y a bien des séances de kiné qui sont mises en route, etc. Et ça, on a vraiment besoin justement de tisser un lien de confiance avec les athlètes quand on est en stage. Et donc, pour répondre à la question, oui, je les ai... en fait, j'ai des athlètes qui m'appellent tout le temps, quasiment tous les jours. J'ai quasiment un athlète qui m'appelle pour quelque chose. Je pensais en effet avoir une petite pause au retour des Jeux et finalement, ils ont d'autres problématiques, mais en effet, ils continuent à m'appeler. D'accord. Dans l'escalade, vous continuez toujours à suivre l'équipe de France ? Oui, pour jusqu'au moins la fin de l'année. Après, je verrai. Mais pour moi, c'était plus facile à Tokyo parce on avait fait la cérémonie de clôture. Et puis après, on est tous rentrés dans l'avion. Il y avait le hand, il y avait le volley qui était médaille d'or. Donc ça avait mis de l'ambiance dans l'avion. On avait vraiment l'impression de partir en vacances. Et arrivé sur le tarmac, il y avait eu des photos, il y avait tout ça. Donc, alors que là, à Paris, ça se termine. Et puis, au revoir. Il n'y a pas eu ce retour avec toutes les équipes de France. Et au JO, par rapport à plein d'autres compétitions, c'est que, on est tous habillés pareil. Nous, Tokyo, c'était les premiers. On croise dans le même immeuble un coup Teddy Riner, un coup le hand, il y avait les frères Karmatik là, et qui saluent comme si on se connaissait. Voilà, c'est l'esprit famille. Et on rentre tous ensemble, on repart en vacances. Voilà. Donc il n'y avait pas eu cette coupure aussi nette que là, quand tout le monde repartait, qui prenait le train, d'autres qui allaient sur Roissy, d'autres qui parlaient. Et ça se terminait un petit peu en queue de poisson, sur Paris. Avec le retour en avion. Oui, il avait été. En avion, tous les sport co à Tokyo, je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les sport co avaient gagné. La deuxième semaine, c'est les finales des sport co. Ils avaient tous gagné. Alors le basket avait décidé de rentrer avec un avion privé un jour avant. Mais je pense que c'est la NBA qui leur impose ça en plus. Oui, non, mais voilà, il y avait puis il fallait beaucoup de place pour leurs grandes jambes. Enfin bref. Et mais on est rentré avec le hand, le volley. Ça faisait 2 nuits qu'ils faisaient la fête. Il y en a, je me souviens d'un qui avait oublié sa médaille au passage sécurité. On vient, on court après. Vous avez oublié une médaille. Enfin voilà, il fallait retrouver le volleyeur qui avait oublié sa médaille. Enfin, il y avait tout un avion affrété par Air France. Et c'était une grosse fiesta. Bon, moi, j'avoue que très vite, je suis allée au fond de l'avion et j'ai dormi. Mais c'était vraiment... C'est vrai qu'il y a ce retour un peu toujours, on est famille, tout le monde est mélangé. C'est vrai que Tokyo, on a coupé un peu plus net, quoi. On est tous rentrés un peu ensemble à la fin. Enfin, il y en a certains qui étaient rentrés avant, parce qu'avec le Covid, en plus, on ne pouvait pas rester trop longtemps au village. Mais c'est vrai que le gros retour de la fin avait marqué un peu la fin. Là, c'était un peu une espèce de dispersion. C'était un peu la particularité de Paris, quoi. Mais vraiment ce mélange, moi je trouvais assez incroyable. Moi je me souviens à Tokyo, dernière soirée, on n'avait pas le droit, mais à cause du Covid, mais il n'y avait aucune pièce pour se retrouver, donc on a fait la fête dans les couloirs, dans les coursives de l'immeuble de Tokyo, et puis il y avait tous les sports mélangés, quoi. Puis c'était vraiment, tout le monde se mélange, il n'y a pas de Puis c'est vrai qu'on voit des stars, il y en a qui sont un peu stars, et puis en fait ils se mélangent très très bien en groupe, et puis entre athlètes il n'y a pas de stars, quoi, et tout le monde c'est assez cool, quoi. Vincent, 3 mois quasiment passés au jeu, c'est ça? Deux jeux successifs, ça va faire 3 mois quasiment. Oui. Non, c'est horrible, la fin, c'est trop brutal en fait.
Et il y a l'attention qui est sur nous. Moi, je vais me balader maintenant, plus personne m'applaudit, tout ça. Je suis un peu déçu. Non, mais sérieusement, c'est très, très brutal. Et donc déjà pour les staffs et pour les athlètes, donc le CPSF est en train de réfléchir à mettre en place certaines choses. Il y a déjà des choses qui sont faites, mais pour analyser ces répercussions à 6 mois, 1 an par rapport aux athlètes au niveau mental, parce que je pense que ça va être très très dur pour les athlètes, toute cette effervescence qui tombe et qui retrouveront peut-être pas à ce niveau pour certains. Et pour les staffs, on a ça pour le foot aussi. Le foot, c'est peut-être encore différent parce que le foot, donc le tournoi, donc on a la phase de poule et puis après, il y a la phase d'élimination directe. Donc, c'est-à-dire qu'on part pour le match et si on gagne, on continue, on retourne à l'hôtel et puis on change peut-être d'hôtel en fonction du lieu où on va et puis la compétition continue. Par contre, si on perd le match, donc on joue le soir en général, donc 23h, le match est fini, on a perdu, il faut passer par le antidopage, par la presse, tout ça, il faut rentrer à l'hôtel, on a perdu, donc l'ambiance est quand même pas super bonne en général. Il faut faire les malles, tout ranger, et puis donc on passe la nuit à faire ça, et puis les joueuses doivent être rentrées dans leur club dans les 24 heures au niveau assurance. Donc la fin est très 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 brutale, on n'a pas le temps de faire un débriefing, de discuter entre nous, et on part sur des sentiments plutôt négatifs. Et puis, comme tout le monde l'a dit, on est plutôt fatigué en général quand même après. On a tenu avec l'ambiance, avec l'adrénaline, avec tout ça. Et tout ça tombe en une fois. Donc c'est très compliqué. Même personnellement, moi, ça a été très compliqué ici. J'ai eu des réflexions de Christophe quand je suis sur mon aspect physique quand je suis rentré. Mais physiquement, c'est très difficile. Mais psychologiquement, il faut revenir à la réalité. Et je pense que c'est ce qu'on dit aussi aux athlètes. Et puis pour tout le monde, il faut partir sur de nouveaux projets. Il faut se projeter dans le futur et puis arriver à avoir de nouveaux projets pour rebondir en fait. Sinon, ça tombe bien, vous avez fait la transition. En conclusion, je voulais voir un petit peu avec vous vos projets. Là, on va conclure cette table ronde. Pascal, alors vous allez, je vais dévoiler, je ne sais pas si je vais dévoiler, vous allez vous mettre à la recherche, vous m'avez dit, sur les gestes et les pathologies de l'escalade. Vous allez vous mettre à faire la recherche, faire des écrits. Vous pouvez me parler un petit peu du projet et sur quoi ça peut déboucher, ça ? Alors, il y a déjà eu des choses de faites, mais il y a très peu d'écrits sur les pathologies d'escalade. Alors, la plus connue, c'est bien sûr les problèmes de poulie au niveau des doigts qui peuvent lâcher. Voilà. Mais il y a tout un... Alors, c'est plus... par répertorier encore une nouvelle fois toutes les pathologies, mais revoir certaines choses sur la prévention. J'ai fait il y a quelques années avec, je crois que c'est Régis, tout au bout, le kiné qui est tout au fond, qui est au FC Lorient. On avait fait sur les préférences motrices à l'INSEP. Ça nous a ouvert des choses. On ne s'est pas revus depuis, mais on en avait discuté dans le train en rentrant. Moi, j'ai fait pas mal de choses sur les réflexes archaïques et ça ouvre des idées sur... Voilà. Et donc, en discutant avec le directeur, on a dit pourquoi pas un jour faire un colloque et... avec l'engouement de l'escalade qui arrive en Bretagne. Le directeur, je vois qui c'est, colloque, j'ai une petite idée du directeur. Ça doit être Christophe, c'est ça ? Oui. Et des salles d'escalade qui se montent en Bretagne, ce serait peut-être l'occasion de voir avec tout le staff de la clinique là, de s'ouvrir à l'escalade. On connaît les pathologies du foot, du rugby, du tennis, du hand, et de peut-être s'ouvrir à l'escalade sur certaines choses et de prévention et sous un œil un peu novateur à travers les préférences motrices et les réflexes archaïques. Voilà, moi, c'est mon cheval de bataille depuis quelques années et puis où on m'a laissé un peu le faire avec les entraîneurs. Depuis 25 ans, on me laisse faire un peu ce que je veux, en fait. On se donne rendez-vous pour un colloque, alors. Camille, alors qu'est-ce que ça va faire de prendre en charge des coureurs du dimanche comme moi, vraiment coureurs du dimanche, moi, j'ai pas de plaisir particulier à me lever tôt pour les courir, après avoir travaillé aux côtés des meilleurs sportifs de France à l'INSEP ? Aucun problème. On voit le côté un peu sympa de l'athlète de haut niveau, star, tout ça, mais il y a aussi beaucoup de côtés très, très fatigants, très épuisants.
très chronophage. Donc je suis contente de faire de m'occuper de sportifs. De sportifs. Et puis on a plein d'idées. C'est vrai que Valérie a lancé pas mal de choses. À la clinique, on a plein d'idées pour vraiment offrir un plateau le plus vaste possible sur l'exploration des pathologies du sportif, que ce soit au niveau exploration physiologique et exploration aussi en appareil locomoteur, traumato. Donc, c'est qu'on aimerait pouvoir avoir La clinique va nous permettre de faire pas mal de choses et on essaie vraiment d'avoir une activité la plus variée, la plus complète possible et ça va être génial, quoi. Et voilà. Et puis après, on garde une petite activité quand même avec le sport de haut niveau à côté. Mais Parce que vous allez faire comment entre la clinique du Terre et vous allez continuer à suivre les sportifs à l'INSEP? Pas oui, du tout, alors à l'INSEP, non. L'INSEP, c'était un emploi en fait salarié plein temps. Mais les fédérations en fait prennent des médecins prestataires. Déjà, je continue avec le CNOSF. Donc, il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux de la jeunesse, il y a la même chose pour les jeunes, pour leur apprendre ce que c'est que les Jeux. Il y a les Jeux méditerranéens, les Jeux mondiaux où on teste des sports un peu différents. Enfin, le CIO et le CNOSF gèrent pas mal d'autres compétitions. Donc déjà, ça, je continue à travailler comme prestataire pour le CNOSF. Et après, voilà, on est approché par d'autres fédés pour continuer je vais continuer de m'occuper d'équipe de France. Là, plutôt pas au quotidien tous les jours, mais plutôt sur les grandes compétitions. Ils ont besoin de médecins. Donc ça sera plus du travail ponctuel. Voilà. Très bien. Alors moi j'ai une question pour Valérie Vincent qui va servir de transition. C'en est où votre projet d'un pôle labellisé dédié au sport, au parasport au sein de la clinique du Terre? Mais ça avance bien. Donc ça avance, donc ça c'est confirmé. Oui, c'est confirmé, donc c'est pour ça qu'on a Karine ici présente et Antoine, on va pouvoir en discuter je pense un petit peu. Mais c'est effectivement, là il y a les jeux qui sont passés, les jeux para, et puis on a beaucoup parlé de l'héritage, que ce soit, je pense que c'est la même chose pour vous, au CNO, au CPSF, de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer après, et puis que ça continue, qu'on ne reste pas sur ça, que ce ne soit pas un seul engagement et qu'il n'y ait plus rien derrière en fait. Les Anglais ont pu rebondir après 2012. On l'a vu avec des performances incroyables, c'est vrai. Les Britanniques là étaient à 98 médailles, c'est ça? J'ai plus le nombre exact. En tout cas, c'était deuxième après les tous les matins. Donc oui, c'est énorme. Il faut qu'on puisse en France faire la même chose et pouvoir rebondir là-dessus. Et avec la clinique, donc, il y a comme Camille l'a évoqué, il y a ce projet depuis 1 an et demi maintenant qui se met en place. Avec Christophe a pu en parler aussi tout au début, avec de plus en plus de personnes qui veulent nous rejoindre et puis des compétences qui arrivent. Donc c'est vraiment, je pense que pour le pays de l'Orient, c'est vraiment bien parce avant on avait des médecins du sport qui étaient un petit peu disséminés, on va dire comme ça, et maintenant tout le monde se regroupe pour apporter son expérience et chacun a des expériences dans ses domaines spécifiques. Donc, et puis ça fait la force de pouvoir échanger avec les différentes personnes, de pouvoir travailler ensemble avec les chirurgiens, avec les radiologues, avec tout le monde. C'est comme ça qu'on progresse. Et pour le parasport, donc la difficulté, on en discute depuis quand j'étais à Kerpap, on en discutait déjà. La difficulté pour les athlètes il y a 2 choses. Il y a les athlètes de haut niveau qui sont sur liste, qui ont besoin de faire des bilans médicaux qui sont obligatoires chaque année. Ce qu'on appelle le SMR, le suivi médical réglementaire. Et ces athlètes-là, parfois, ont des difficultés à accéder. On va prendre, je sais pas, un test à l'effort, par exemple, en fauteuil roulant. Tout le monde ne le fait pas et ça peut être difficile de trouver le rendez-vous. Et donc, le projet était de pouvoir faciliter l'accès à ces athlètes-là pour pouvoir faire l'ensemble des bilans qui sont demandés, peut-être sur une journée, ou de regrouper tout ça. Donc là, c'est un travail qui a été fait avec Karine également, et avec Valérie, quand on est encore sur Kerpap, et qu'on va faire ici à la clinique du Terre maintenant, avec toutes les compétences qu'on a. Il y a l'accès aux consultations. Donc, quand un sportif de haut niveau a une blessure, il ne faut pas qu'il attende 2 semaines avant d'avoir son rendez-vous. Donc, il y a ça, l'accès à l'imagerie aussi qui est nécessaire. Et puis après, il y a aussi le sport. Il n'y a pas que le sport de haut niveau. Il y a je parle pour le parasport également. Il y a le sport loisir, le sport santé. Et tout ça aussi, il faut qu'on puisse y travailler et puis rendre accessible. Donc, si on prend l'athlétisme, la course avec l'âme, souvent il y a des difficultés. Le sportif va aller trouver un club d'athlétisme, il va vouloir intégrer les entraînements et les entraîneurs vont peut-être avoir des réticences parce qu'on ne connaît pas en fait. Et ça, il faut qu'on puisse les accompagner, faire des formations pour que l'athlète puisse aller dans le club et que le club, lui, ne se sente pas isolé et puis ait des ressources sur lesquelles il peut s'appuyer. Et donc ça fait partie du projet également. D'accord. Donc vous allez faire partie du projet, du coup, Valérie ?
Alors oui. Le projet, en fait, initialement, comme disait Vincent, il date pas d'hier. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il essayait de mettre ça en place. Moi, quand je suis arrivée à Carpap, on a pu travailler ensemble dans ce sens-là et on s'est vraiment rapproché de Karine Lambert de la MRP avec initialement un objectif de vraiment le mettre en place pour, dans un premier temps, les sportifs de haut niveau. Ça nous paraissait le plus facile à mettre en place parce qu'on avait un certain nombre de sportifs listés. Il y a quelque chose qui est vraiment carré. Ça nous permet, on savait exactement quel était le volume de consultation entre guillemets à prévoir. Mais comme dit Vincent, l'idée c'est de pouvoir apporter des propositions pour tous les sportifs, parasportifs lambda, notamment parce que quand on en discute avec nos collègues qui sont médecins du sport, c'est vrai que la prise en charge d'une pathologie traumatique X, mais dans le cadre d'une personne qui est en situation de handicap, souvent, même nos collègues n'étaient pas forcément très à l'aise parce que comment je gère le côté handicap, comment j'adapte. C'est vrai qu'une problématique d'épaule chez quelqu'un qui est en fauteuil, c'est pas forcément les mêmes conséquences. Il va falloir qu'on réfléchisse sur les transferts, etc. Et c'est vrai que là, on a la chance maintenant sur la clinique avec donc Vincent qui est médecin libéral et Camille et moi, on est sur le centre de médecine du sport. Qui du coup a été rattaché à la clinique et on a la chance d'être 3 médecins rééducateurs et médecins du sport, donc ça nous permet de pouvoir répondre à la problématique de traumato, mais tout en réfléchissant à leurs problèmes leurs problèmes entre guillemets, mais à la situation de handicap qu'il va falloir adapter et où il faut éventuellement trouver des solutions. Donc voilà, c'est vraiment le projet de pouvoir développer ça pour tout public en situation de handicap. On va conclure rapidement. Merci en tout cas pour l'enthousiasme que vous avez partagé. Moi, j'ai l'impression que dans ces soirées-là, on en avait fait d'autres aussi avec Vincent et d'autres intervenants, notamment gynéco, sur sport et sport, gynéco et sport, et ça a été passionnant. Et on voit qu'aujourd'hui, ça débouche sur des projets, sur des choses pour ceux qui étaient là. Juliana Antero, qui était venue présenter un certain nombre d'outils, de démarches, d'études qu'elle avait faites à l'INSEP, justement. Aujourd'hui, on va travailler avec elle pour déployer ces outils auprès de clubs en lien avec le CMS, les APA et les coachs sportifs qu'on avait rencontrés à cette occasion-là. Donc, on va pouvoir déployer sur le territoire vraiment des outils de pointe là-dessus. Et ça, on le doit vraiment à l'équipe du pôle sport en général, de la clinique. Donc ça débouche vraiment sur des choses concrètes. J'allais dire qu'il y a des athlètes de haut niveau, mais moi j'ai aussi une équipe, c'est des chevaux de course, il faut plutôt les retenir que les faire avancer. Et c'est vraiment un plaisir comme directeur que je partage avec vous d'être dans cette démarche-là, et plutôt d'avoir à chercher les outils, les moyens. Parfois on peut pas, mais quand on peut le faire, c'est effectivement toujours mieux. Et donc là, il y a une équipe. Il n'y a pas de. Donc là, vous avez vu ceux qui étaient au JO, mais il y a toute une équipe. Il y a Patricia Sauvage qui est là. Il y a Isabelle Robot qui était là tout à l'heure. Sur la voile, on a Jean-Marc Legac qui est là et qui fait un boulot formidable d'accompagnement. Et on va travailler notamment avec c'est l'inclusion aussi, avec un Damien Seguin qui est skipper et qui par ailleurs est handicapé, sur lequel on va suivre toutes ces données biométriques et les analyser pendant toute la course du Vendée Globe. Voilà, ça foisonne de projets. J'ai l'air qu'on n'a pas il n'y a pas de leader dans cette équipe-là. C'est vraiment en interaction permanente. Et aussi bien avec les médecins du sport, avec les chirurgiens, on a Dr Tristan, Dr Duperron qui sont là, bien qu'ils étaient pour certains, je crois, au bloc aujourd'hui, la journée. Voilà, sont là pour suivre ce qu'on va dire leurs collègues. Donc c'est vraiment un boulot d'équipe que j'ai vraiment un grand plaisir à accompagner, à rendre possible, en tout cas dès qu'on le peut. Donc effectivement, quand on m'a posé la question sur est-ce qu'on équipe le centre de médecine du sport c'était simplement quelques outils supplémentaires pour qu'il soit inclusif. Donc je pense qu'effectivement, ce ne sera pas le pôle de médecine du sport et de parasport, ça va être un pôle inclusif pour
pour tous les sportifs. Et effectivement, je pense que c'est la démarche de l'équipe médicale et puis le sens de la discussion qu'on avait eue avec vous également. Donc voilà, merci beaucoup. Donc comme pour les précédents, donc il y a encore plein de projets qui vont se mettre en place et on vous réinvitera encore à passer et à partager la passion qui est celle de nos professionnels. Je souhaitais aussi, à propos du tennis, remercier aussi la présence de Dorian, qui représente aussi le club Rotary Lorient Porte des Indes, qui a aussi des actions effectivement et qui aide au financement, notamment à travers d'un tournoi de golf qui aide au financement de fauteuils auprès de Donc c'est vraiment tous les acteurs sur le territoire qui sont mobilisés là-dessus, et on est content quand on peut en être un des éléments, un des rouages de ce travail territorial. Merci à vous, et on vous invite à prendre un verre et à poursuivre la discussion avec les intervenants. Merci.